Salut Mona. Coucou. Enchantée. Ouais. Merci beaucoup d'être venue sur... Tu sais que t'es la première du concept iconique sur Twitch. C'est vrai? Ouais. Oh, ça fait trop plaisir. Donc là, je suis trop contente. Bah, je suis ravie et honorée. Eh ben, merci d'être venue. Le concept, c'est ce que je t'avais un peu dit par message, mais c'est on va voir des personnalités d'Internet, mais de tous les horizons, et on leur demande en quoi tu apportes quelque chose à Internet, et après on déroule la discussion et l'interview. Et du coup, j'aime bien commencer par comment tu te présenterais et qu'est-ce que tu penses que tu apportes à Internet. Mais pendant que tu l'as dit là, je me suis dit, mais qu'est-ce que j'apporte à Internet? Je sais, c'est une question de fou. Je sais pas, je pense que forcément j'apporte un peu de visibilité aux femmes dans le rap, vu qu'il y en a zéro. Donc forcément. Après, c'est une grosse question. C'est un peu moi ce que j'aimerais demander aux gens, qu'est-ce que je peux apporter sur Internet. En tout cas, moi j'essaye d'apporter des messages d'espoir, des messages, des valeurs comme la tolérance, comme croire en ses rêves, comme se battre pour ses ambitions et aussi travailler à la hauteur de ses ambitions. Et voilà, j'essaye de me documenter un maximum ma vie aussi sur mon parcours et sur mon petit chemin vers mes rêves, voilà. Ah, c'est simplement. beau. Mais en fait, je trouve que tu le fais. Enfin, on va revenir dessus, mais je trouve que c'est exactement ce qui ressort de ton Ah bah trop bien. Franchement, Trop bien. t'es dans le mille. Ça fait combien de temps que tu fais des vidéos? Très longtemps, ça fait plus de 15 ans. Ah ouais, c'est vrai. Je suis un dinosaure, vraiment. Mais ça fait très peu de temps que ça marche. Je pense que j'ai le record de la personne qui a fait sans que ça marche. J'ai fait pendant plus de 15 ans, j'ai posté sans avoir rien du tout. Tu postais des morceaux que t'écrivais De tout. J'ai commencé avec de l'humour, avec des vidéos YouTube. C'est vrai? Un peu en même temps que Cyprien et tout. Ok. Sauf que j'avais genre 11 ans. Et j'ai commencé à poster des musiques vers mes 16 ans. Et puis là, ça marche depuis quelques mois pour moi. J'en ai 26, quoi. Voilà. Mais c'est beau, c'est-à-dire que t'as continué à chaque fois malgré que ça marche pas. Oui. Parce que du coup, moi je trouve que sur les réseaux, on voit que ceux qui explosent d'un coup au bout d'un an, 6 mois, 2 ans. Mais en fait, c'est une minorité. Ah mais oui, il y a très très peu d'élus. Oui. Et surtout, ceux pour qui ça marche, ça fait genre des mois, voire des années, qui font ça dans le vide. Ouais. C'est une folie, genre. Et le pire, c'est que tu plantes des graines, mais tu sais même pas si un jour elles vont prendre. Mais tu continues, parce que tu dis t'en as planté tellement que t'as pas le choix. Puis après, t'es passionné aussi. Oui, moi je vais pas te dire je le fais pas pour les stats, parce que évidemment que je le faisais parce que stats est égal personne qui te regarde, est égal salle, personne dans tes salles de concert, est égal personne qui écoute ta musique, est égal économie, est égal tout marche. Mais j'ai pu continuer autant de temps sans que ça marche parce que je kiffais, tu vois. Ouais, t'es animé par la passion. Ouais. Et t'écris depuis combien de temps? Depuis, je sais pas, longtemps, petite. C'est-à-dire? Je sais pas, j'ai commencé le conservatoire à 4 ans. Ok. Et j'écris du rap depuis genre peut-être mes 12 ans, mais j'écrivais des livres avant, enfin, j'écris tout. Ok, ouais. T'as toujours écrit. Ouais, j'adore écrire. De toute façon, on va y revenir après. J'ai une petite question là-dessus, moi. Ok, j'ai hâte. Non, je voulais commencer l'interview avec toi sur quand je me suis renseignée sur toi et j'ai découvert que tu avais fait du sport de haut niveau. Et moi, je viens du sport de haut niveau. Enfin, d'une certaine manière, en gros, j'avais été triple championne de France d'échecs quand j'étais petite. Ouais. Et donc, du coup, tu vois, j'ai grandi toute ma vie dans ce sport de haut niveau-là. Et donc, l'impression que ça implique. Et donc, toi, t'as fait du kung-fu. Ouais. Est-ce que tu nous en parlais un petit peu? Moi, j'ai trop envie de savoir ton ressenti sur le sport de haut niveau, sur qu'est-ce que ça t'a appris, etc. Ouais, grave. Ben, ça m'a appris trop de trucs et je serais ravie d'avoir aussi ton retour là-dessus parce que c'est un milieu que tu connais bien. C'est tout. Enfin, c'est tellement intense le sport de haut niveau. J'en ai fait peut-être 5 ans vraiment à haut niveau avant d'arrêter tout simplement vers genre mes 22 ans, je pense, parce que justement j'en avais marre et que ça prend toute ta vie. En fait, ça prend toute ta tête, ça prend même tes jours de repos, parce que les jours de repos, il faut se reposer. Et le repos, en tout cas, moi dans mon sport, c'était pas tu restes chez toi, c'est tu vas au kiné, tu fais tes soins, tu dors, tu te concentres sur bien manger, bien dormir. Donc en fait, tout est calculé. Tout le temps, c'est une pression monstre. Et puis moi, c'est un sport qui pouvait pas me faire gagner ma vie, parce que c'est un sport pas du tout médiatisé en France. Donc en fait, même quand t'es champion du monde, il faut que tu travailles à côté, que tu fasses des études. Et donc en fait, c'était un micmac sans nom. Et c'était très cool. Enfin, j'ai mes meilleurs amis qui habitent là-bas. Enfin, qui habitent là-bas. Comme si c'était une autre planète, qui sont de là-bas. Et j'ai appris trop de trucs que j'ai juste retranscrit dans la musique aujourd'hui. C'est juste un autre sport pour moi. Mais ça m'a fait du bien d'arrêter. Mais je pense que t'es passé par là aussi dans ton parcours. Ouais, mais du coup, arrêter, moi, ça a été douloureux. Tu vois. Avec le recul, je me dis que c'était bien. Ouais. Mais prendre la décision d'arrêter quand, justement, tu l'as dit, ça a rythmé toute ta vie, même les jours de parce repos. que moi, je suis passée de kung-fu à musique
j'ai switché d'un coup et du coup, j'ai pas eu du tout de vide Ok. parce que j'ai tout comblé. Et heureusement, et je pense que j'ai attendu un peu d'avoir la musique pour dire bon, c'est bon, eux, ils me saoulent. Et puis il y avait plein de problèmes dans la fédé, je pense que c'est pareil pour toi. Des problèmes dans tous les sens, il n'y a rien qui va et tout. Donc au bout d'un moment, moi, ça m'a juste saoulé. Puis je continue le kung-fu par loisir. T'as jamais arrêté? T'as toujours continué même si J'ai c'était moins... drastiquement Ok. ralenti. Oui, Vraiment drastiquement, mais j'ai jamais vraiment arrêté. Comment t'as découvert le kung-fu? Les films de Jackie Chan. Ah ouais, j'adore, Bah ok. ouais. Karate Kid avec Ah oui. Jaden Smith, voilà. C'était notre film préféré avec mon frère. Quand on était Mais petits. je comprends, il est trop bien. Avec Never Say Never Ah en oui. BO. Oh là 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 là. dingue. Ouais. Mon frère, il voulait aller partir faire des stages de kung-fu. et Mais tout, voilà, je me moi rappelle. c'est juste ça. Hein. Ah ouais. Et il y avait une salle de kung-fu à 300 mètres de chez moi et par chance c'était un des meilleurs clubs d'Europe. Je le savais pas. Et du coup, une chose en entraînant une autre. Ouais, t'as embarqué là-dedans. Ouais, j'ai fait de la compète. Comme c'est un sport pas très connu, en fait, il y a peu de filles. Et en fait, rapidement, tu peux arriver en compétition. Après, forcément, tu gagnes pas. Mais du coup, rapidement, tu vas dans cet engrenage de regroupement, équipe de France, sélection, compétition, stage et tout. Et puis voilà, ça commence comme ça, quoi. Et du coup, t'as grandi dans un environnement masculin? Parce que le kung-fu, il y a davantage... Ouais, pendant hyper longtemps, j'étais la seule fille dans mon club. Ok. Maintenant, dans mon club, il y a la parité. C'est un truc de fou. Ah ok, trop Depuis bien. que j'y suis plus. Mais ouais, moi, c'était que des garçons. Après, honnêtement, c'est pas du tout là que j'ai pu, entre guillemets, souffrir de pas avoir de copine ou quoi. Vu que vraiment, c'est mes frères. Et le kung-fu, il y a un environnement aussi très spirituel, très respectueux. Oui. Des valeurs hyper fortes de la culture chinoise qu'on nous instaure. Et qu'on apprend. On est allé beaucoup en Chine aussi. Donc en fait, il y a ce truc de respect. Et ça, j'ai vraiment jamais ressenti une quelque forme de discrimination au sein de mon club. Ouais. Après, dans la fédération, c'est une autre histoire. J'ai l'impression que c'est dans toutes les fédérations. Oui. C'est vraiment incroyable. Enfin, C'est n'importe quoi. Je me dis, je comprends pas qu'il n'y ait pas des Ouais. trucs qui soient faits parce que dans toutes les fédés, j'ai l'impression, Ouais. l'athlétisme, le vélo, enfin n'importe quelle C'est une fédération, il y a des problèmes, il y a toujours il y a du sexisme, il y a encore d'autres histoires plus sombres. Ah oui, et oui, tu te oui. dis, mais comment c'est possible, quoi? Je sais pas. Mais en fait, si, on sait un petit peu, c'est forcément des fédérations, c'est un peu des micro-sociétés où il y a du pouvoir, où il y a de l'argent, où il y a des décisions. Il y en a, ils sont là et c'est eux qui décident le sort des jeunes, donc ils se sentent plus poussés, ils ont des problèmes d'ego. Et en fait, ils oublient qu'ils sont là pour le sport. Et une chose en entraînant une autre, c'est n'importe quoi. Ouais. Mais je sais pas toi, mais moi, c'est essentiellement... La majorité, c'est parce que c'est des garçons qui contrôlent la fédération. Ah oui. Et ils deviennent fous. Voilà, c'est juste Non, ça, tu vois. C'est vrai qu'il n'y a pas beaucoup de filles. Nous, dans les échecs, dans la fédération, il n'y en a pas beaucoup. Il n'y a que des hommes. Ceux qui dirigent, c'est les hommes. On sait pas pourquoi, parce qu'ils font des décisions de merde en plus. Ouais. Décision de merde sur décision de merde. hein. Et puis ceux qui votent que ce soit eux, c'est des hommes. Oui, Du voilà. coup, Donc c'est Vraiment. entre soi d'hommes. Ah, vraiment, Non, mais c'est un carnage. Ouais, je suis d'accord. Et qu'est-ce que le kung-fu t'a appris que tu penses que tu as encore aujourd'hui? Trop de trucs. Déjà, je vois la rigueur dans la vie. C'est un truc de fou. Je vois que c'est un thème hyper récurrent chez les gens. La flemme, la procrastination, ou le fait d'avoir peur de se lancer, etc. Moi, grâce au kung-fu, je n'ai jamais eu ça. Je suis réglée. Alors des fois, je fais des petits écarts, mais franchement, j'ai la discipline. Je suis dressée. En fait, je dis ça, Ouais. le kung-fu m'a dressée. Et voilà, et aussi à gérer les moments de pression, parce que forcément, les compètes, les trucs. Je pense que toi aussi. Oui. Les moments où il faut se concentrer parce que tu n'auras pas de chance. Ce genre de truc, je le retrouve vachement dans les freestyles un bon moment. Ouais. Pour moi, c'est exactement comme le kung-fu. Et ça m'a appris trop de trucs en vrai, mais je dis souvent moi, j'ai vraiment fait mon éducation à travers le kung-fu. En même temps, tu l'as commencé jeune et tu l'as fait pendant tellement J'ai longtemps. pas commencé si jeune, j'ai commencé à 13 ans. Ah ouais, ok. Ah ouais. Ouais, Ah oui, quand même, ouais. Parce que moi, Ouais. j'allais dire, tu vois, les échecs, j'ai commencé, j'avais 4 ans. ouais un Et beau donc, bébé. je me dis, oui, mais je me dis, ça m'a tellement formaté, tu vois, tout ça, la discipline, le stress. En fait, j'ai grandi avec ça. Donc, mon cerveau, il est habitué et j'ai connu que ça. 13 ans, quand même, en plus, t'es à l'âge d'adolescence, rébellion. Et toi, t'as quand même. Moi, j'ai jamais eu de rébellion. Ok. Ouais, mais je pense qu'à cet âge-là, j'avais un peu besoin de réponses à certaines questions, tu vois. Et j'avais envie de me confronter à cette quête. J'avais envie de m'entraîner dur, j'avais envie de progresser, j'avais envie de prendre confiance en moi. J'ai commencé le kung-fu, je faisais 39 kilos. Ok. 5 mois après, je faisais 55. Ah ouais. Ouais. Donc, je peux te dire que mon corps, il a rien compris à ce qui s'est passé. Et j'ai pris confiance en moi de dingue. Quoi. Je retrouve les premières vidéos de moi qui montent sur le tapis. Je suis comme ça, on dirait que je veux partir.
Voilà, rien C'est à pas voir. prendre de la place, peut-être. Ouais, Un peu. voilà, c'est ça. Et le kung-fu, c'est ça, c'est prendre l'espace, c'est très, très théâtral comme sport, et on est noté aussi beaucoup sur la présence. C'est presque de l'acting à certains moments, Ok. Ah ouais. donc ça t'oblige à Ouais, prendre à confiance le en toi. faire, à prendre. Ouais. Et en fait, je pense que ça t'a. Enfin, je sais pas, tu vas me dire, mais est-ce que ça t'a permis après aussi de te lancer dans le rap finalement? Parce que du coup, Ouais. t'as tellement pris confiance en toi et de prendre ta place. Tu vois, tu l'as pris physiquement. Ouais, Et vraiment. après, t'as osé le prendre avec la parole. Mais c'est peut-être pour ça que moi, j'ai pas trop de difficulté à me lancer dans des trucs et tout. Je me dis tout le temps dans ma vie, si j'ai survécu au kung-fu et si j'ai atteint un tel niveau, franchement, il y a plus grand-chose qui me fait peur parce que c'est tellement dur. Genre, c'est tellement dur. Donc, mais je pense que c'est pareil pour toi dans les échecs, atteindre ce niveau et puis le garder. Ouais, c'est ça. Ouais, c'est je trouve hyper dur. c'est- Donc, ça m'a un peu rangé, dressé. Ouais, j'étais dans le truc. Moi, je trouve que mentalement, c'est dur de garder le niveau. L'atteindre, Mm. tu vois, à la rigueur. Enfin, je sais pas toi, mais enfin, moi, j'ai toujours eu beaucoup d'ambition et tout quand j'étais petite déjà. Mm. Donc, je me suis toujours dit, enfin, c'est trop bizarre, mais j'étais petite, mais je me suis toujours dit, ok, je vais être première. Par contre, une fois que tu l'es, moi, j'ai tellement mal vécu le fait de rester première. Et Ouais. de quoi, tu vois, cette pression constante d'être la Ouais. première. Et je trouve ça tellement dur. Ouais, c'est tu vas me dire si tu ressens pareil, mais moi au kung-fu, gagner une compète, enfin aller à une compétition quand t'as rien à perdre et que tu gagnes, c'est très bien. Retourner à celle d'après quand t'es favorite, horrible. Horrible. Et je foirais tout le temps. Moi aussi. Je foirais tout le temps. Limite, avant même de passer, je savais que j'allais me foirer Ouais. parce que c'est une pression que je déteste et c'est une pression que je vis actuellement dans la musique parce que mes freestyles, ils marchent trop bien. Et bah, toutes les semaines, je dois On va faire un autre. refaire aussi bien. Trop dur. Ouais, c'est clair. Ouais. Moi, tu m'as fait repenser à une anecdote de fou, mais je me rappelle mes 3 championnats de France, j'en avais fait d'autres, mais je finis première. 9 sur 9, je perds aucune partie. Trop forte. Et là, je me dis, ouais, mais la 4e année, je vais y retourner. Et je te jure, une pression monstre. J'ai fait le pire championnat de France de toute ma vie. J'étais même pas qualifiée pour le championnat de France. Non, mais C'était je te trop dur. capte. Je te C'était capte horrible. trop. Et tu sais, Je les gens, capte ils sont ceux qui veulent, bah c'est normal, t'es première, donc tu prends un peu la place, donc les autres, ils veulent que tu tombes et tout. Ouais. Et du coup, j'étais là, et après, ça a été un échec. Et moi, je me demande, est-ce que t'as eu un gros échec dans le kung-fu qui t'a fait. Que ça. Oui, c'est ça. Mais moi, j'ai très peu gagné. Enfin, j'ai gagné sur la fin, mais j'ai beaucoup plus perdu que gagné. Et surtout, j'ai arrêté à mon meilleur niveau. Mais Ah ouais. Et dans un sens, pas de regret parce que tu vois, j'ai jamais été sur un tapis en mode un peu fatigué parce que je sens que je me fais un peu dépasser par les plus jeunes Mm. ou quoi. J'ai vraiment arrêté au top. Et c'est très bien parce que j'ai fini sur une très belle année. Mais du coup, j'ai beaucoup plus perdu que gagné. Et les plus gros échecs, des championnats de France, comme tu dis, où tu t'entraînes vraiment toute l'année et t'arrives et. Mais tu fais des erreurs que t'as jamais faites. Mm. En fait, tu t'auto-sabotes. Moi, c'était ça qui me. Jeune, je le faisais beaucoup. Je m'auto-sabotais, c'est-à-dire que je faisais limite exprès, mais c'est pas vraiment conscient, tu vois. Mm. Mais genre, je mettais ma main par terre à des endroits où je n'ai jamais mis ma main de toute ma vie. Et forcément, statistiquement, c'est pas possible que tu fasses toutes ces erreurs par le hasard. C'est le mental qui lâche, tu Ouais. vois. Ouais. Et je le faisais tout le temps. Mais franchement, mes 3 premières années de compétition, je perdais tout le temps parce que j'y arrivais. Le jour J, j'avais plus envie de gagner. Ah ouais. 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 Et c'était pas la peur de gagner, c'était vraiment t'avais pas l'envie de gagner, parce que des fois il y a un peu la peur. J'avais de gagner. peur. Ouais. Moi j'ai vu ça aussi. J'avais peur, ouais. Et du coup inconsciemment tu te sabotes. Voilà. C'est dingue. Hein. Ouais. Moi j'ai conscientisé mais des années. Je crois que je l'ai conscientisé il y a 3 ans que pendant que à la fin je me sabotais parce que je voulais plus gagner. Ah, moi, c'était. Je sais pas si je voulais plus gagner. Je crois que j'avais tellement peur de perdre que je faisais exprès de perdre. Ah ouais, comme ça tu te dis inconsciemment le système pour te protéger, c'est tu sais inconsciemment que c'est toi et que Ouais. tu vois finalement t'as pas perdu parce que l'autre était meilleur. Voilà, mais- franchement, que je suis tu sûre as- que c'est ça. Mais j'ai eu la chance d'avoir un coach qui nous a parlé très vite de ça. Et donc, en fait, j'ai tout de suite pris conscience très vite que moi, je fonctionnais comme ça. Il y en a, à l'entraînement, des amis à moi, ils étaient plus forts que. Enfin, à la compète, ils étaient plus forts qu'à l'entraînement. Oui. Mais comme ça, hein, sortis de nulle part. Et à chaque compète, ils rendent tous leurs sauts, ils font pas d'erreur, alors qu'à l'entraînement, ils tombent toute l'année dessus. Mm. Et moi, j'avais l'inverse. Et du coup, c'est encore plus dur parce que tu t'entraînes, mais tu dois aussi te préparer mentalement et faire un gros travail psy là-dessus. Et moi, je l'ai fait pendant des années avant que ça commence à payer. Mais je me dis, si j'avais pas fait ça au kung-fu dans ma vie aujourd'hui, ce serait un enfer parce que je me saboterais tout le temps. Tu te sabotes, ouais. Et Et du- quand tu du dis coup, que je tu fais un fais plus. travail psy, tu l'as fait tout seul ou t'as été voir un préparateur Alors, mental ou un j'aurais psy dû aller voir un préparateur mental. Je l'ai fait avec mon prof, Ok. qui en vrai a fait des thèses là-dessus. Donc en vrai, il était grave calé. Mais j'aurais dû aller voir quelqu'un d'extérieur. C'est juste que comme le kung-fu, c'était pas du tout encadré.
Voilà, en fait, il n'y a aucun préparateur mental Mental. ouais, qui Mental, connaissait je sais plus. Ouais. la pratique. C'était une galère. Donc, en fait, j'ai fait avec mon prof. Ça, c'est trop bien. Tu vois, moi, je regrette c'est un peu cette époque-là aux échecs parce que les préparateurs, on va dire mental, mon acte mental. Ah, les mentaux. mentales. Les mentales, ok. Le préparateur mental. C'est pas français. C'est pas grave. Les préparateurs mentaux, ouais, à tout moment, les préparateurs mentaux, c'était pas du tout autant connu que maintenant et Ouais. c'était tellement pas démocratisé. Et je trouve là, il y avait eu les JO, j'avais bien aimé ce que Léon Marchand, il avait dit que lui, à un moment donné, il avait vécu une période compliquée dans son sport, il aimait plus ça et qu'il avait fait de la préparation mentale et que ça lui avait permis de retrouver l'amour de ça. Et je me dis, mais punaise, si à l'époque, juste, il y aurait tellement eu tellement de champions qui auraient continué parce qu'il y aurait eu cette préparation-là. Enfin, tu vois, je me trouve ça trop bien que ton prof, il était un petit peu éclairé sur ces questions-là. Ouais. Parce que du coup, ça te permet de le savoir et de gagner du temps. Ouais, grave. Grave. Et il y a aussi une sportive qui s'appelle Renelle Lamotte, je sais pas si tu la connais. Elle en parle tout le temps dans ses stories, moi je l'adore, je la suis. Et elle est en rendez-vous psy 2-3 fois par semaine. Et genre, mais c'est normal. Bah oui. Parce que en plus, il y a déjà l'accompagnement psychologique dans la vie, mais dans le sport, quand le mental joue autant et que tu as des compétitions où tu as autant de pression, tu t'entraînes toute l'année pour des... toi, je sais pas combien une partie d'échecs dure, mais pour des... nous, c'était 1 minute 20 le passage. Ouais, c'est ça. Ouais. Moi, je trouve que Donc, nous, tu vois, c'est une semaine de compétition. Mais c'est tous les jours. Mais voilà, c'est un autre exercice tout aussi dur. Ouais. Mais vous, je trouve, il n'y a pas de comparaison de qu'est-ce qui est le plus dur, mais vous, tu dis, tu t'entraînes toute une année pour 1 minute, tu vois. C'est comme les sprinteurs sur un 800 mètres. Je me dis, mais tu te rends compte, sur, je sais pas, 20 secondes, 1 minute de ta vie, tu joues ton année. Enfin, la pression monstre que tu as. Parce que nous, on a une semaine. Bon, ok, si tu loupes une partie, en réalité, c'est mort quand tu es à haut niveau. Mais quand même, tu vois, tu peux te rattraper un petit peu. Mais vous pouvez pas. Ouais, et puis à un certain niveau, le kung-fu, tu places ton pied comme ça ou comme ça, tu perds 10 places au championnat du monde, quoi. Faut tellement être concentré. Mais c'est dinguerie. Et en plus, c'est des moments où t'es trop stressé, donc tu dissocies complètement. Ouais. Donc en fait, tu contrôles plus rien. Donc c'est aussi tout ça, garder contrôle de son corps dans des moments de stress et de panique totale. Tout ça, quoi. T'avais des exos que tu devais faire juste avant de monter, je sais pas, de respiration peut-être pour essayer d'être 100% focus. J'aimerais, il faudrait, la respiration, j'ai jamais réussi. Trop panique. Par contre, la mentalisation et la visualisation m'a beaucoup aidée. Et encore dans ma vie, en fait, je m'imagine tellement les moments que quand je les vis, j'ai l'impression que c'est déjà arrivé. Ah ouais, à ce point-là ? Ouais. Ok. Par exemple, pour tes freestyles sur un bon moment, tu les visualises ou pas ? Ah ouais, ok. Ouais. Dès que je sais les invités, je m'imagine les invités, je sais à quelle phrase je vais regarder qui. Oui. J'essaye d'imaginer leur réaction, j'imagine les caméras, j'imagine Kian Navo. Et là, il y a pas longtemps, pour un de mes freestyles ensemble, en plus, qui a pas mal marché, les invités ont fait que, pour rigoler, ils se sont échangés sur le plateau. Et du coup, moi, ça a changé ma place. Pour la première fois, j'étais de l'autre côté de la table. Une panique. Ah bah, parce que ça a changé ma mentalisation. Et bon, tout s'est bien passé. Mais c'est le genre de truc où, quand t'as mentalisé, et que, en fait, c'est différent, du coup, c'est dur aussi de s'adapter. Là, ça te perturbe. Ah, c'est dingue que t'ailles à ce point-là dans la visualisation. Parce que tu vois, souvent on entend oui, il faut visualiser. Et je trouve que visualiser dans une compétition, c'est beaucoup plus facile que dans la vie là, par exemple. Tu vois, ouais. Tu as tellement d'éléments différents. Ouais. Non, mais c'est trop. Ouais, ok, incroyable. Ouais, mais nous, on avait beaucoup de figures aussi avec des réceptions. Par exemple, il y a des figures où on saute, on fait un coup de pied, on tourne et on atterrit en des positions précises où c'est dur de pas bouger. Et dans l'air, souvent, on dissocie et on sait pas trop où on est, juste on prie pour qu'on atterrit bien. Et voilà. Et ça, beaucoup de mentalisation pour les acrobaties. Les gymnastes, ils font aussi beaucoup. Donc ça part de cette technique-là dans les acrobaties que moi, juste, j'ai étendue à toute ma vie parce que ça m'aide. Mais je sais que d'autres gens le font. Et c'est marrant parce que genre ce matin, j'ai vu une interview de Léna Situation qui disait qu'elle avait tellement mentalisé le Met Gala que quand elle l'a fait, elle avait l'impression de l'avoir déjà vécu. Mais moi, je vis ça tout le temps. Mais ça m'est pensé à la manifestation un peu. Ouais, bah en fait, c'est presque de la manifestation au final. D'écrire. Ouais. Ah, ouais, je suis en train de réfléchir. Mais moi, par contre, je passe plus par l'écriture. D'écrire un peu la vie, etc. Mais ouais, c'est un peu pareil. Mais je pense que chacun son moyen. Encore plus fort. Vraiment, tu visualises. C'est un peu comme les trucs dans le train où tu sais, t'imagines ta vie, etc. Ouais, mais grave. Mais des choses que tu rêves tellement que quand ça se passe, tu te dis, ah, en fait. Ouais. Ah, c'est ouais. Ouais, bah, y en a trop des trucs comme ça. Ouais, vraiment. Quand tu parlais, j'étais en train de me dire, mais attends, mais elle a fait du kung-fu et je revoyais vraiment les films et j'imaginais en train de tourner. Mais comme dans les films. C'est incroyable. Ouais. Ok, ah ouais, incroyable. Et donc, du coup, t'as basculé du kung-fu au rap. Instantanément. En écrivant. Mais du coup,
t'as eu cette appétence du rap plus jeune. Oui, je rappais depuis longtemps, moi. Okay. Et je me disais tout le temps, comme le kung-fu, c'est un sport très jeune, franchement, à 27 ans, tu commences à prendre ta retraite. Je me disais, je profite d'être jeune et d'avoir l'âge, mais je ferai du rap après. C'était déjà dans mon plan, c'est juste que je pensais arrêter plus tard. Et en fait, Covid, compétition annulée, problème dans la fédé. Moi, je me sens plus du tout alignée avec tout ce qui se passe dans la fédé, c'est une cata. Ces bails de chantage, de sélection. Moi aussi, j'ai eu ça dans le... Non, mais il y a ça partout, genre, arrêtez. C'est dingue, hein. Si t'es pas marketable pour eux, etc., il y a un peu un truc de, du coup, on va faire passer un tel, et donc voilà. Et le fils de l'entraîneur qui passe... Non. Mais tellement, mais j'étais là, mais alors nous, il y avait des trucs d'argent aussi. Oui. Un tel, ils sont plus chers, ils sont plus riches. J'étais là, mais nous, c'est un sport d'arbitrage, hein, donc je te laisse imaginer la corruption des juges. N'importe quoi. Si le championnat il se passe en Russie, bizarrement à chaque fois ceux dans le podium c'est des Russes, comme par hasard, même quand ils sont tombés. Et par contre quand c'est en Italie, les Russes ils viennent même pas. Enfin tu vois c'est que des trucs, c'est des gamineries. Mais juste j'en avais trop marre et du coup j'ai arrêté plus tôt que prévu parce que aussi j'ai eu une opportunité, j'avais posté mon premier freestyle et en fait j'ai été contactée par des gens avec qui je bosse plus aujourd'hui mais qui m'ont déjà dit écoute on a vu ce que tu fais donc pourquoi pas viens à Paris, on essaie de faire la musique et en fait ça a commencé comme ça. C'est une main tendue, un moment j'ai saisi où... non mais ça a raison, tu vois, saisis les mains et après mais j'ai continué le kung-fu pendant encore 2 ans en faisant du rap. J'ai même fait un championnat du monde à distance parce qu'il y avait le Covid. Mais c'est vraiment, je m'épuisais. C'était cool, mais je m'épuisais. Puis j'avais plus envie de faire de compète. Voilà. T'étais arrivée à la fin. Et du coup, tu fais du rap, tu m'as dit, t'avais 13 ans, tu commences 14, ouais, 13. Ouais, je sais pas si c'est dans un morceau que t'as écrit, mais t'avais écrit j'écrivais au collège pour faire passer la colère. Ouais. Et ça m'a fait écho. Et moi, je voulais trop savoir c'était qui la monnaie du collège et contre quoi t'étais en colère, tu vois. Mais en vrai, je sais pas si j'étais vraiment en colère, mais au collège, moi, j'étais dans le sud de la France, dans un village, je veux pas faire de clichés et tout, mais franchement, un petit village très renfermé sur eux-mêmes qui votait à 90% FN. Et du coup, tout ce qui était genre art, culture, différence, pas du tout le délire. Et moi, franchement, j'étais une troubadour, tu vois, j'avais mon Rubik's Cube, je mettais des baguilles, je faisais des clips, j'avais un journal que je distribuais, enfin... Pas du tout la vibe, mais je m'en rendais pas trop compte et du coup je souffrais un peu de cette différence de pas trop me faire d'amis, de pas comprendre pourquoi les gens n'étaient pas dans mon délire. Tu vois, je faisais des vidéos YouTube, les gens ils se moquaient, j'étais en mode mais c'est cool, genre pourquoi ils sont pas contents? Moi j'ai jamais compris pourquoi les gens n'étaient pas dans mon délire. Aujourd'hui avec le recul, je le comprends pas tellement non plus parce qu'en vrai c'était fun et c'était chill, mais c'était les mentalités du collège, c'est franchement débile. Et du coup j'étais énervée de pas trop trouver les miens que j'ai trouvé du coup juste après au Kung Fu. Donc c'est là la première fois que j'ai trouvé des gens qui me ressemblaient trop. Tu vois, c'est geekos, ce genre de personnes qui me ressemblaient plus que les gens au collège. Donc voilà, mais j'écrivais déjà des vidéos par exemple. Et tu l'as bien vécu ta différence au collège pendant toutes ces années? Parce que le collège ça peut être dur quand t'es un peu C'était dur. Ouais, c'était dur. Attends, je vais mettre en mode avion. Pas de souci. Ouais, c'était dur. Non, je l'ai bien vécu... En soi, oui, mais parce que je pense que je me rendais même pas compte à quel point on me méprisait. J'étais tellement dans mon délire que je me rendais même pas compte. Mais avec le recul, je me rends compte c'est chaud. On m'a harcelé vraiment, je pense, de l'école primaire jusqu'à la fac. Ah ouais. Ouais, vraiment. Ah, disons que, ok. Ouais. Les gens étaient hyper jaloux très vite. Quand j'ai commencé à faire du kung-fu, à gagner des médailles, hyper jaloux. Après, vite, j'ai fait du mannequinat pour des marques de sport, etc. Hyper jaloux. Et ils me le faisaient sentir tout le temps. Mais en fait, moi, j'étais tellement passionnée par mes trucs, je te jure que je m'en rendais pas compte. Et je me disais quand même, j'ai pas trop de potes, c'est chiant, mais je me rendais pas compte à quel point on me méprisait. À quel point, ouais. Moi, je pense que c'est peut-être parce que t'incarnais un petit peu, tu vois, t'osais être toi, et justement, t'en avais rien à faire, t'assumais ton unicité, et je pense que pour certains, surtout au collège, à l'école primaire, tu sais, on veut se mettre dans le moule, on veut suivre un peu tout le monde. Du coup, tu reflétais un truc que chez eux, ils étaient pas prêts à accepter. Ouais, tout à fait. Je me rappelle. C'est une analyse primaire, moi. Très juste. Toi aussi? Ouais, école primaire. C'était voilà. un peu chaud. Hein. Tu sais, échec, c'est un peu pareil. C'est un peu geek dans son coin, un peu intello. Moi, j'avais des petites lunettes, des petites couettes et tout. Enfin, tu vois. Trop chou. J'étais habillée et j'avais mes livres d'échecs et je comprenais pas que les gens. En fait, moi, je les trouvais trop bêtes. J'étais en mode, mais pourquoi ils font des trucs trop bêtes comme ça, des enfants un peu. Et du coup, eux, en vrai, ils harcelaient un peu, quoi, tu vois. Ouais. Et du coup, c'était un peu une différence. Et je m'en suis pas rendu compte sur le coup de l'impact que ça a eu. Mais après, du coup, au collège, moi, j'ai switch par contre.
Je voulais être absolument dans le moule, être dans la bande des populaires. Bah, je te capte. Tu vois, il y a eu ça. Et... Ouais, je te capte. Moi aussi, au lycée, j'ai eu un peu ça. Un peu de... j'avais mon groupe de copines et elles étaient trop stylées, trop fraîches. C'était les plus belles du lycée. Et je faisais partie du groupe. Donc, j'étais trop contente. Mais tu vois, j'avais ce truc de aussi me dire... Pourquoi je suis pas vraiment comme elles, genre elles sont trop stylées et j'aimerais trop être mais je sentais quand même un peu cette dichotomie et aujourd'hui c'est toujours les mêmes copines et c'est trop bien par contre. Ouais grave, comme quoi c'était pas juste une amitié comme ça de lycée, mais aujourd'hui nos différences sont beaucoup plus acceptées parce qu'on a grandi. C'est vrai. Mais on aurait été copines, nous, mais c'est en sûr. Primaire, c'est sûr. Ah, c'est sûr, on aurait été dans le petit coin là et tout. Ah, mais carrément. Moi, je faisais du Rubik's Cube à fond. Je pense que ça ressemble un peu c'est les... aux échecs. Ouais. Moi, j'ai jamais réussi le Rubik's Cube, par contre. Ah ouais. Mais j'ai essayé, tu vois, mais c'est le même truc. C'est la même idée logique. Ouais, c'est ça. Ouais. Moi, par contre, tu vois, mes potes, je commence tout juste à les trouver. Depuis 2-3 ans. Parce que ceux du lycée, j'allais avec eux, mais au fond, je sentais un peu un décalage qui, pour le coup, était avéré, où j'avais l'impression de me trahir moi-même, tu vois, en allant là-bas. Et de jouer un rôle et de renier un peu tout ce que je suis. Et du coup, il y a eu grosse crise existentielle par rapport à ça. Après, j'ai fait fac de droit. Et enfin, je suis ce que je suis. Donc, du coup, j'étais pas du tout dans mon élément très sérieux, très cadré. Et là, il y a depuis, je sais pas, 1 an ou 2 ans, où je rencontre des gens qui sont aussi fous que moi, qui font des trucs. Et je me dis, ah, ok, ça, c'est vraiment ma vibe. Mais je te capte de fou. Parce que moi, avec mes copines, il y a eu aussi des gros bas comme ça, où moi, je me suis dit, putain, mais je leur ressemble pas du tout. Il faut que je trouve mes gens, quoi. Et en fait, voilà, la vie, c'est des hauts et des bas. Mais aussi de leur maturité et de leur tolérance, c'est comme ça qu'on s'est rejoints, parce qu'elles aussi, avec le temps et en travaillant sur elles-mêmes, et moi aussi, on a fini par se retrouver, mais ça n'a pas du tout été tout rose. Et heureusement que j'avais ma bande d'amis au kung-fu, qui eux sont vraiment ma famille depuis mes 13 ans, et ça ne bougera jamais, parce que eux, on est vraiment les mêmes. Mais je rencontre depuis peu aussi, comme toi, des gens, des meufs comme toi et moi, qui entreprennent, qui adorent s'afficher sur Internet, qui montent des trucs, qui font des projets, qui montent sur scène. Et c'est un bonheur. Et depuis que je vis ça, j'arrive encore mieux à m'entendre avec mes copines du lycée, parce que moi, je suis plus à ma place. Oui. Voilà. Ah, c'est vrai. J'ai gardé quand même un pote du collège qui est mon meilleur pote depuis maintenant et une pote de l'école qui n'a rien à voir avec tu vois, mes amis de maintenant. Et je suis d'accord avec toi. En fait, il y a une différence, mais que du coup, comme je me sens bien à ma place et que j'assume qui je suis, en fait, ça se passe bien. Et c'est OK d'avoir des amis différents. Moi, j'adore avoir des amis différents. Mais du coup, ça se passe beaucoup mieux. Mais c'est possible d'avoir des amis différents si toi, t'es OK avec toi-même. Et moi, ça l'était pas pendant longtemps parce que j'étais frustrée que mes trucs, ça marche pas, d'avoir été moquée, etc. Et aujourd'hui, vu que je prends un peu ma revanche, je m'en fiche. Ouais. Je suis à ma place. Du coup, ça me va. C'est drôle que tu me dises que tes amis, c'est des gens ta famille, c'est comme des gens du kung-fu, parce que moi, j'ai renié pendant très longtemps les échecs. Et oui, j'allais dire ça, t'as pas d'amis des échecs? Du coup, moi, ça m'a vraiment trop mal, le sport de haut niveau, surtout chez les filles, parce qu'il y avait beaucoup de critiques, de jalousie, donc c'était un peu difficile. Et j'avais des amis mecs dans les échecs, mais tu sais, les échecs, c'est vraiment un milieu... Enfin, la compétition, je parle pas de jouer en club, enfin, de jouer dans un bar, mais vraiment, le monde des échecs, c'est particulier. C'est des gens très timides qui se parlent pas. Et du coup, moi, j'ai renié ça pendant 7 ans. J'ai plus joué aux échecs, plus rien. Et là, j'ai repris. Et c'est drôle, je me dis ça vraiment, la vie, c'est fou. Il y a 2 jours, j'ai passé tout mon week-end avec des potes des échecs. Et tu vois, on était dehors à regarder les étoiles et on parlait d'échecs. Et à ce moment-là, je me suis rendu compte, je me suis dit, c'est ouf que tout ce que j'ai renié pendant 7 ans, aujourd'hui, j'arrive à avoir des amis dans les échecs. Et je suis trop contente de reparler des échecs. Et en fait, je me sens bien avec ces gens-là parce qu'ils comprennent une partie de qui je suis. Grave. Et eux, ils ont fait de la compète à haut niveau. Et du coup, tu vois, j'étais là en mode waouh. Et vraiment, il y a eu le entre truc gens qui ont vécu des compètes de haut niveau, pouvez-vous comprendre sur des trucs que personne d'autre te comprendra. Ouais. Et c'est pour ça qu'avec mes amis, on est partis en Chine faire des stages, mais tellement durs. Je peux même pas le raconter à mes copines du lycée parce que franchement, ils peuvent même pas capter. Je peux essayer, on peut en parler, mais c'est pas pareil. En fait, ils comprendront pas la charge émotionnelle de ce que ça a impliqué et des émotions. C'est pour ça que ça rapproche, je pense. Nous, quand on faisait les championnats du monde et d'Europe, mais tu as des émotions tellement fortes que tu pourras jamais revivre ailleurs. Ouais, grave. Ça, ouais. On se capte trop. Ah, mais vraiment. Putain, c'est ouf. Je sais même plus. Du coup, l'écriture, on était sur l'écriture. Moi, je veux savoir, en gros, je me dis, à 13 ans, t'écrivais sur quoi? C'était quoi tes sujets, tu vois, de prédilection T'avais peut-être un thème où t'écrivais? C'était surtout de l'humour. Ok. Ouais, en fait, comme je faisais des vidéos YouTube, quand j'écrivais, c'était surtout pour écrire des chansons d'humour ou des trucs comme ça. Ou alors, j'avais un journal que je tenais et je faisais un peu les actus de la région, ce qui se passe au collège et tout. Voilà, mais c'était pas encore j'écris sur la société, des trucs comme ça. C'était plus c'est venu quand, ça, du coup, le passage C'est venu quand j'ai découvert Diams et Big Flo et Oli. Ah ouais, ok. J'avais plus 14 ans, 13 ans. Attends, t'as quel âge?
26. 26. Et toi t'as un an de plus que moi. 25. T'es 2000 2001. Ok. Ah, 2001. Ouais. Ok. Ouais, je sais plus ce qu'on disait. Big Flo, Oli et Diams. Oui, voilà. Bah, j'ai commencé quand j'ai vu qu'en fait on pouvait vraiment aborder ce genre de thème que eux abordaient. Bah, je me suis mis direct à faire pareil. Big Flo, Oli, c'était quoi à ce moment-là leur album? Parce que moi, je me rappelle, j'étais voir un concert. Tout premier. C'était. C'était la cour des grands, voir le track. Ok. Moi, je les ai découverts vraiment. Comme j'étais très YouTube et que ça a été les premiers, bah, ils ont pété sur YouTube avec les Rap Contenders. Bah, moi, en fait, c'est comme ça que j'ai connu. Et j'ai connu Diams en même temps. Ok. T'écoutais IAM et tout ça ou pas? Mais même pas. Ah ouais. J'ai écouté bien plus tard. Ouais. Parce que du coup, les sons de Société et tout, un peu IAM, Oxmo, tout ça. Bah, après, Big Flo Oli, c'est juste IAM plus tard. Version, ouais. Donc bah, en fait, c'est leur inspi numéro 1. Oui. Donc, voilà, j'ai écouté IAM comme ça. Incroyable. Et moi, je me demande, est-ce que l'écriture, c'est devenu une thérapie un peu pour toi aujourd'hui? Oui, et grave. ça l'était à l'époque? Grave. À fond. Bah, ça me permet de mettre sur papier des trucs. Parfois, j'écris des trucs, j'avais même pas pensé. Et je me dis, mais oui, grave. Ah ouais, j'avais même pas encore conscientisé. Et ouais, quand j'ai fait un texte que j'aime bien sur un sujet, après, je me sens tout de suite plus apaisée. T'as un process d'écriture? Pas vraiment, j'aimerais bien avoir une méthode ou un rituel, mais non, en général, ça part quand même d'une idée ou d'un thème. Moi, je suis très concept, idée. J'ai besoin que ce soit clair là-dessus pour après savoir comment j'aborde. Okay. Et j'essaye d'avoir des points de vue à chaque fois originaux. Donc, très souvent, je vais me casser la tête pendant très longtemps à me dire, OK, je veux aborder ce sujet. Par quel point de vue je le fais? Par exemple, mon freestyle Ensemble, je voulais aborder ce sujet des montées de l'intolérance, des extrêmes dans tous les pays du monde, etc. Et je me suis dit, OK, comment je le fais? Le point de vue de moi qui parle à ma petite sœur. Voilà, et c'est comme ça que j'ai déroulé. Mais ce freestyle, il m'a pris 1 mois, c'était un casse-tête. Enfin, rien n'est facile, rien n'est même satisfaisant en faisant. Je suis jamais en mode, voix, ça va tout seul. C'est toujours une torture, mais c'est un peu presque mathématique. Même quand tu trouves un peu l'angle, ça vient pas tout seul. Non. Est-ce qu'il y a ce côté un peu perfectionniste du coup qui fait que ça... Oui, parce que j'essaie que ce soit hyper sensé, que à chaque fois le texte, on s'ennuie jamais, et du coup, je tourne dans tous les sens ce truc. Mais ça a jamais été facile. Et t'écris tous les jours? Ouais. Ok. Tu peux écrire dans n'importe quel endroit, n'importe comment. Enfin, dès que ça devient l'inspiration. Ouais. Ou j'attends pas que ça me vienne. Hein. Parce que si j'attends que ça me vienne, y a pas de freestyle dans un bon moment toutes les semaines. non, je vais la chercher, je la provoque. C'est-à-dire, moi, je me demande, tu vois, imaginons, ok, Ken, il t'appelle, il dit, y a un tel qui passe. C'est quoi ton process? Tu prends imaginons si t'as pas d'inspi. Tu vois, c'est quoi? Tu prends une feuille et t'écris ou tu te renseignes sur la personne bien. Ouais, c'est ça. Déjà, les invités, souvent, c'est des contraintes. Donc, j'aime bien quand je les sais à l'avance. Parfois, je les sais 2 jours avant. Donc, je suis obligée de préparer sans savoir. Mais par exemple, je vais prendre qui en exemple? Panayotis et Fari, qui ont fait la série Loup-Garou. Oui. Et eux, je savais qu'ils venaient pour promouvoir leur truc loup-garou. Donc, je me suis direct dit, OK, on va partir sur les loups-garous. Et du coup, je me suis dit, OK, quelle métaphore du jeu on peut trouver dans la société? Et j'ai fait le lien sur les deux. Donc là, ça va un peu vite. Mais parfois, c'est des humoristes, des amis de Kian. Ils n'ont pas d'actu. Ça fait 5 ans qu'ils n'ont pas fait de spectacle. Ouais. J'ai rien là. Donc, en fait, je pars sur autre chose. Mais souvent, ouais, c'est ça. Si je vais voir les invités, comment je peux tirer des contraintes ou quoi. Quand j'avais Pénélope et Nora devant moi, c'était des femmes. C'est la première fois que j'avais un duo de femmes. Je me dis, OK, je vais écrire sur les femmes. Ouais. Surtout qu'elles défendent beaucoup ce truc-là. Mais des fois, je les connais pas. Et franchement, des fois, je les connais la veille. Donc, Ah ouais, t'arrives à écrire le lendemain. Je tiens juste à dire que le freestyle sur Loup-Garou, là, c'est mon préféré. C'est vrai? Ouais. Ah, merci. C'est mon préféré. Moi, c'est comme ça que je t'ai découvert. Ok. Je suis tombée dessus et c'est mon préféré. Ok, trop bien. Ça fait trop plaisir. Et tu vois, je pensais que c'était je pensais qu'il était nul. Quoi? Mais non, mais je l'ai écouté plein de fois. Hein. En plus, j'ai préparé ça, mais tu verras après, je spoil pas, mais c'était incroyable. Je l'ai envoyé à toute ma famille. J'ai envoyé à ma mère. Tu t'es reconnue? À mes deux. Enfin, moi, les trucs des villageois, des cartes et tout. Enfin, tu vois, j'étais en mode waouh, incroyable, je t'ai découvert comme ça. Et je me rappelle, tu sais, je t'ai envoyé un message, j'étais 23h. En gros, je tombe sur ton truc. Je me dis, quoi? C'est incroyable, comment j'ai pas vu avant? Et je vais sur ton profil. Après, je trouve sur un bon moment. Enfin, tu sais, tu parles de l'instant présent, du moment l'instant présent. Je me dis, ok, il est bien. Et du coup, je regarde tout et j'étais là, mais pour moi, il est trop bien le premier. Ah, trop bien. Sur la société et tout, j'aime bien. Mais tu vois, des fois, il faut juste faire. Hein, parce que ce freestyle, j'étais en mode, c'est un de mes pierres. Donc, j'étais pas très contente de ce que j'avais fait.
Et en même temps, c'était l'occasion de fou devant Pana et Farid que j'adore, donc je voulais pas louper. J'avais un truc cohérent avec leur promo, donc je m'étais dit c'est pas n'importe quoi d'aller le faire quand même, je vais pas m'afficher quoi. Mais j'étais en mode bon, il est moins bien que ceux d'avant quand même. Et en fait, c'est un des qui a le plus marché. C'était ton premier ? Non. Non, c'était pas le premier. Ça devait être le 4e. Ok. Ou 5e, enfin c'était un des premiers. Mais comme, tu vois, j'ai en fait un bon moment, j'ai commencé avec celui avec Doria et Augustin sur les bons moments qui a tout cassé. Revenir après, ça a été horrible. T'avais peur de... Bah, je faisais pas aussi bien, mais normal, parce que en plus l'art c'est même pas palpable comme les compétitions ou quoi. C'était impossible de revenir et de faire aussi fort pour les 2e, 3e fois. Après j'ai refait plus fort après, mais là j'étais encore dans ce truc de bon bah si c'est pas aussi bien, voire mieux, c'est que c'est nul. C'est pour ça que je pensais qu'il était nul. Ok. Alors qu'en vrai il est très bien. Et maintenant je l'adore. Moi aussi c'est un de mes préfs. C'est juste que sur le coup tu t'es dit bah ça sera moins bien que l'autre. Du coup c'est nul. Et là aujourd'hui je préfère lequel entre les deux ? Quand même le premier. Ah, ok. Parce qu'il y a aussi la symbolique. Exactement. Et parce que ça devait pas être des chroniques, ça devait être un one shot. Oui. Mais aussi à tout ce truc magique. C'est ce qu'on fait la force, moi je trouve. En plus je crois qu'à la fin tu finis, tu dis moi je veux que ça se dure jusqu'à la dernière ronde. Non c'est pas dans celui-là que tu dis ça. Jusqu'à la dernière seconde et on ressent que t'es en train de... On a l'impression que tu es en train de vivre le moment de ta vie et que du coup tu veux pas que ça s'arrête. Et je trouve que c'est trop fort. Et moi je trouve ça incroyable qu'après du coup tu aies continué. Parce qu'au moment où tu l'as fait, il y a une empreinte émotionnelle, enfin il y a une espèce de manifestation sur par là-dedans. En fait, c'est ça, je me suis dit c'est mon moment. Ouais. Je veux tout donner et Kian il me fait confiance pour cette fois. J'étais en mode je veux honorer sa confiance à mort. Et j'étais en mode c'est du one shot. Donc j'ai saisi la perche, c'est même pas je l'ai saisie, je l'ai prise, je l'ai ligotée, je l'ai mise à la cave. Enfin tu vois, j'ai tout donné et par chance, Kian m'a proposé de venir régulièrement après. C'est que c'était tellement fort et que les gens se sont tellement reconnus. Et on s'y attendait que... pas. On s'y attendait pas du tout. Ouais, ça. Et il se serait passé... Tu aurais réagi comment ? Imaginons ça marche pas du tout. Bah, ça n'aurait rien changé à ma vie. Okay. Parce que j'ai l'habitude de faire des trucs qui marchent pas du tout. Donc j'aurais juste continué et essayé de faire en sorte que ça marche. Moi, souvent on me dit qu'est-ce que tu fais si ça marche pas ? Bah, je réessaye que ça marche. Ok, mais tu aurais pu... je sais pas, mal gérer l'échec entre guillemets parce que là du coup il y aurait plein de monde qui l'aurait vu ou il y aurait eu un autre public qui l'aurait vu. Je pense que je me sentais bien parce que si ça avait été un bide, on l'aurait juste pas mis au montage. Ok. Tu vois, j'ai cette chance là avec Kian et les équipes d'un bon moment que c'est moi qui décide si on le garde ou pas. On peut totalement le mettre, c'est pas en direct, il y a du montage, je valide le truc avant, tout le monde le valide. Donc si on le laisse en général, c'est qu'on sait que ça vaut le coup. Ouais. Voilà. Et t'as senti que c'était hyper bien une fois que tu l'avais fait ? Tu sais, des fois, il y a des moments où tu ressens juste après qu'il vient de se passer un switch. J'étais contente. J'étais contente, mais je pouvais pas imaginer ce qui allait se passer. Enfin, mon année découle de ce freestyle-là. Tu vois, toutes les dates que je fais, tout ce que je vis, ça découle de ces 3 minutes que j'ai passées dans un studio comme celui-ci. Donc, je pouvais pas, mais heureusement que je ne soupçonnais pas l'enjeu du truc, hein, parce que sinon... je veux dire que le sabotage, il aurait refait surface. Ah ouais. Heureusement, mais en même temps, je saisissais quand même. Je me souviens avoir dit à ma mamie, parce qu'elle me disait, tu te mets trop la pression. Je disais, non, mamie, ce qui va se passer là peut jouer sur mes 3 mois à venir. J'avais dit 3 mois, tu vois, je suis gentille. Mais, et là, je suis consciente que cette année de freestyle va potentiellement impacter les 5 années de ma vie suivante, voire les 10, si ce n'est pas l'ensemble de ma vie. Donc, je prends avec précaution, mais en même temps, j'essaye d'être à la hauteur de cette pression, tu vois. C'est dingue, des fois il y a des moments dans une vie, ça change ta vie, quoi. Ouais, enfin, vraiment. Tout ce que tu as fait avant a conduit à ce moment-là qui change ta vie. Donc en fait, tu te dis, est-ce que c'est ce moment-là ou tout ce que j'ai fait avant ? C'est tout ce que tu as fait avant. Loin, mais je trouve ça tout ce que tu as fait avant. Et du coup, j'allais dire, est-ce qu'il y a un avant-après ? Mais j'ai une question avant, attends, je l'ai perdue. Oui, comment t'en es venu à passer sur un bon moment ? Et ben, en fait, je connais Kian depuis quelques années maintenant. Il m'a rencontré par le rap, donc on parle de petites graines. C'est que ça. Parce que je poste des freestyles du coup depuis la nuit des temps sur internet et Kian avait fini par tomber sur un de mes freestyles, mais genre il y a peut-être 4 ans, en 2021, un freestyle que j'ai regardé en plus la semaine dernière, nul. Enfin nul, non, on voit le potentiel, mais c'est pas bien. Tu vois, le cadrage n'est pas bien, l'enregistrement il n'est pas bien, même ma manière de poser, ça n'a plus rien à voir avec aujourd'hui. Mais Kian, en fait, il l'avait vu. Il avait liké, donc j'étais en mode Kian Kojandi a liké mon réel et tout. Et en fait, il m'avait envoyé un message juste après en me disant j'adore ce que tu fais, si t'as besoin de quoi que ce soit, n'hésite pas. Donc moi, j'étais en mode la dinguerie. Oui. Mais t'avais quel âge à ce moment-là ? J'avais peut-être 22. Ok. Ouais. Et en fait, on s'est plus jamais reparlé. Et 1 an après, il m'a renvoyé un message. Et moi, j'avais continué à poster du rap. C'est lui qui t'a renvoyé un message ? Ouais. Incroyable. J'avais continué ma vie, tu vois.
Et il m'avait dit coucou Mona, ma proposition tient toujours. Si t'as besoin de quoi que ce soit, n'hésite pas. Et du coup, cette fois, j'ai saisi la perche. On s'est appelé, on s'est rencontrés. Il m'a invité à son zénith. On a fait connaissance comme ça. Et d'ici là, ça a été toujours une personne hyper référente pour moi qui m'a toujours proposé son aide, qui m'a toujours invité à des endroits quand il pouvait le faire et qui m'a vraiment dit depuis le début, moi je crois en toi. Je pense que t'as vraiment du potentiel. Donc, crois en toi. Et en fait, toute l'année dernière, j'ai eu des problèmes juridiques. Donc, je pouvais plus sortir de musique le temps que les procédures se fassent, etc. Il m'a beaucoup épaulé là-dessus. Et en fait, le 1er octobre, j'ai été libérée. Et il a saisi l'opportunité parce que le 15, il m'a envoyé un message. Ça dit de venir faire un freestyle dans un bon moment. Et voilà, ça a commencé là, quoi. Moi, je trouve ça incroyable et c'est vraiment un truc auquel je crois que des fois, il y a des gens qui te tendent la main. En fait, je crois que chacun a une personne à un moment donné qui lui tend la main. Il y en a qui saisissent l'opportunité, qui le voient ou pas. Je trouve ça fou qu'il ait cru en toi, qu'il t'ait tendu la main, que c'était un peu comme un mentor, en fait, finalement. C'est un mentor. Hein. C'est un mentor et ce qui est fou, c'est que dans la musique, j'ai l'impression d'être un peu une outsideuse, dans le sens où j'ai pas de label. Tu vois, j'ai un gros déséquilibre de les professionnels et le public, c'est-à-dire que j'ai un gros public, j'ai une communauté hyper présente, j'ai des super stats. À côté, les pros de la musique ne me donnent pas l'heure, s'en battent les couilles, vraiment. Je suis invisible dans le milieu de la musique au niveau des pros. Et du coup, j'ai l'impression qu'il y a un gros déséquilibre. Et même que la personne qui me tend la main soit quelqu'un du cinéma. Ce n'est même pas quelqu'un de la musique ou de l'humour. Tu vois, j'ai ce truc de... je construis un peu les choses. J'ai l'impression dans le désordre. Et en même temps, moi, c'est un ordre qui me convient totalement. Mais ouais, grave. Peut-être que pour l'instant... Mais après, moi, je crois grave à ça, mais c'est peut-être que pour l'instant, ta place et ta voix, elle doit être entendue sur un bon moment et sur tous les freestyles que tu fais en Reels. Et après, elle sera vue par peut-être... En fait, pourquoi moi, je connais pas du tout assez l'univers, tu vois, de la musique, etc. Je sais que j'en ai des échos, mais moi, ça m'interpelle, tu vois, parce que je pensais qu'au vu de toutes les stats que tu as fait, là, de tous les freestyles qui sont... On dit morceaux ou freestyle, normalement, c'est morceaux. Ouais, de tous les freestyles qui sont sortis, etc., que tu as peut-être des gens de la musique qui auraient vu le potentiel. Et je suis assez surprise que du coup, il y ait personne. Mais ils ont vu, en fait, beaucoup de gens me connaissent, mais personne ne veut travailler avec moi. Et pourquoi ? Mais c'est trop bizarre. Mais c'est une bonne question. Moi, je pense qu'en plus de pas avoir de goût, c'est des mauvais businessmen, déjà. Ouais, je suis d'accord. Je pense vraiment ils voient le potentiel, mais sans le voir. Donc c'est un peu bizarre. Moi, ça me pose aucun problème parce qu'au contraire, tu vois, regarde, je n'ai aucun partenaire à part mon producteur de spectacle. Je n'ai pas de manager, je n'ai pas de distribution, je n'ai pas de label, je n'ai pas d'éditeur, je n'ai pas d'attaché de presse. C'est une folie. Là, je fais une maroquinerie qui est quasiment sold out. Oui. Je fais franchement des stats qui dépassent très largement les stats de la plupart d'artistes signés. Même de gens qui font la Starac, je précise. T'as regardé ? Non mais voilà, je vous dis, voilà. Non mais moi je trouve ça fou et en même temps ça me va parce que du coup j'ai une autonomie et une indépendance folle. Ça me permet de gagner ma vie sans avoir d'intermédiaire. Ça me permet de plein de trucs que j'adore et je suis très contente que ça se passe comme ça. Et je pense, dommage pour tous les pros de la musique, que ça va se passer comme ça et qu'ils ne vont pas tirer beaucoup de mon projet, malheureusement pour eux, bien heureusement pour moi. Voilà. Mais c'est pour te dire ce décalage. Moi, j'ai trop d'amis d'artistes qui ont déjà tout un entourage pro, etc. et qui galèrent un peu à se fidéliser au public. Et moi, j'ai l'impression que c'est tout l'inverse. Mais je pense que c'est ton meilleur côté, tu vois, que le public aime ce que tu fais et soit engagé par ce que tu fais, c'est le plus important, parce qu'avant tout, c'est le public qui compte. Du coup, je me pose des questions de... Enfin, moi, si j'étais eux, oui, j'aurais sauté sur l'occasion. Après, je me dis peut-être qu'ils savent pas aussi que je suis seule. Oui, mais tu vois, c'est pas parce je pense qu'ils peuvent quand même te contacter pour essayer de savoir. Ah oui, tu vois, si vraiment contacte. ils sont hyper intéressés, ils te contactent, c'est des requins un peu aussi, tu vois. Ouais. Ils ont un intérêt. Avec moi, c'est pas des requins. Non, mais personne ne me contacte. Je le dis personne. Non. Mais peut-être parce que je sais pas, ils ont peut-être peur de la place, l'authenticité, je sais pas. C'est bizarre quand même. On m'a déjà dit que comme j'avais pas de manager ou de personne qui me représentait, ça faisait peur aux pros parce qu'ils ont peur, ils ont l'impression que c'est fragile, du coup, que tout repose sur l'artiste, c'est fragile. Eux, ils ont pas fait de kung-fu, mais tu vois, par exemple. T'as une communauté, t'as des vidéos qui marchent, enfin, je veux dire, ta voix, elle est entendue. Enfin, moi, je me dis, au lieu d'avoir cette mentalité de loser, ayez cette mentalité de putain, elle a tout fait toute seule. Oui. C'est que, en fait, maintenant, si on la soulage, ça va être une autoroute, le truc. Mais oui. Mais non, ils réfléchissent comme des losers. Je me vide de Je me fais grave penser à un truc, ça n'a rien à voir. Mais tu me fais penser à ça parce que j'ai eu la même réflexion, je sais plus à qui disait ça. Tu vois, là, joueuse d'échecs, il y en a pas tant que ça en France, etc. Bah oui, tu m'étonnes. Et du coup, je disais, je vais faire une série, joueuse d'échecs qui prépare un semi, bref, qui se Bon, on s'en fout, c'est même pas l'idée. Moi aussi, je prépare un semi. Ah, trop bien. Ouais. Tu le fais quand? Décembre. Ah, mois de novembre. Toi, tu fais où? La Baule. Ah, c'est en France?
Ouais. Ok. Je connais pas. Parce que moi, je voyage pour faire les semis, donc à chaque fois, je m'attends à ce que ce soit genre une ville en Europe. Ah oui, non, pour l'instant, c'est le premier, la Baule, mais je prépare le marathon et tout. Tu le fais où, toi ? Trop bien. Égypte. Ah, ok, trop bien. J'ai fait Sud Porto l'année dernière. Ok. Ah, c'est joli, Porto, j'aime bien. C'était trop bien. Par contre, c'est une ligne droite, donc c'est l'enfer pour le mental. C'est horrible. Ah bah, je ferai jamais. Ne le fais pas. C'est horrible. Ah, c'est horrible, je déteste ça. Ou ceux qui, tu sais, tu tournes. Horrible. 10 km et 10 km. J'aimerais bien faire celui de Rome. Moi aussi. Et marathon de New York un jour dans ma vie. Mais Londres et New York, t'inquiète, je vais les plier. Ah ouais. c'est trop un rêve. Non, mais trop drôle. Et du coup, je dis, je commence tout juste à m'entourer un petit peu, bref, et je dis, mais je comprends pas que les marques, je me dis, tout le monde me dit toujours, ouais, Maëlys, grave potentiel, gna 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 et tout. Et les marques, elles voient pas le potentiel joueuse d'échecs qui prépare ceci ou joueuse d'échecs cela. Bref, une femme dans les échecs. Enfin, je me dis, mais attends, mais ils sont trop bêtes. Vraiment, je me dis, que ce soit moi ou n'importe quelle autre fille, juste, vous voyez pas le potentiel infini des trucs à faire. Et du coup, tu vois, ça me frustre. Je me dis, mais ils sont trop bêtes. Des fois, je me dis, mais qui prend les décisions ? Mais voilà, tu vois, en plus d'avoir des mauvais goûts, c'est des mauvais businessmen. Voilà. Moi, je dis tout le temps ça. C'est que s'il y a une raison, tu vois. Ouais, mais grave. Grave. Fait pour... Et puis tant mieux parce que ça nous permet aussi de nous grandir et d'évoluer avant de prendre ce genre de décisions. Oui. Et je pense que quand il faudra les prendre, on sera beaucoup plus armé pour faire les bonnes. Je pense que t'es beaucoup plus construit. En fait, des fois, je me dis... Là, du coup, je pense que tu vas me rejoindre parce que toi, ça fait 15 ans limite que tu postes sur Internet. Mais avant, quand j'ai toujours vu un peu ça, mais il y a eu un moment où j'ai un petit peu perdu ça. Mais je me dis, des fois, je me disais, ouais, c'est injuste la vie. Il y en a qui ont doit travailler plus, tu vois, et qui redoublent d'efforts. Il y en a qui en donnent beaucoup plus facilement de chance. Et sur les réseaux sociaux, il y avait vachement de comparaisons. Et un jour, je me suis juste dit, non, mais en fait, juste ça t'arme de tellement de choses qu'au moment où toi, ça t'arrivera, et bah, du coup, tu seras plus armé et plus équilibré pour prendre certaines décisions. Enfin, il y en a combien qui explosent en vol ? Des artistes ou je sais pas, dans n'importe quel domaine, je pense que ça existe, des gens qui ont tout vite et qui ne savent pas le gérer parce que juste, ils sont pas construits pour... Grave, et je pense que tu as la même volonté que moi, mais moi, ce que je veux, c'est pas d'un petit buzz, c'est une carrière qui dure pour toute ma vie. Donc, en fait, limite, tant mieux que ce soit sur une pente, certes, qui monte peu, mais qui monte et qui du coup permet de se préparer mieux. Continuer. Ouais, mais moi aussi ça a été très frustrant dans ma vie de voir des gens qui parfois n'ont jamais travaillé pour avoir tellement plus que ce que j'ai. Mais tu vois, le kung-fu m'a énormément aidé pour la comparaison parce que la compète, ça te met tout le temps face aux autres et à te mettre de jalouser les autres. Et au kung-fu, il y en a beaucoup qui jalousent les autres. Sauf qu'en fait, les bons athlètes, c'est ceux qui comprennent que ça sert à rien d'espérer que l'autre perde. Ce qu'il faut espérer, c'est que toi, tu sois le meilleur. Et en fait, une compète que tu gagnes avec honneur, c'est une compète où tout le monde a réussi et toi, t'es quand même meilleur. Et du coup, quand t'as cette mentalité-là, t'arrêtes de regarder les autres et tu fais vraiment les choses pour toi. Et je trouve que c'est à ce moment-là que tu peux vraiment step up parce qu'à toujours jalouser les autres et à être frustré, tu progresses pas. Ouais, t'es noyé dans ta haine et ça, le kung-fu m'a beaucoup appris. Moi, tu vois, c'est dingue parce que les échecs, ça m'a appris ça. J'ai toujours été... je me suis jamais comparée aux autres. J'étais vraiment en mode focus sur moi, être meilleure qu'hier. Enfin, c'est cliché, mais c'est tellement être meilleure qu'hier. Mais c'est comme ça qu'au final, t'es meilleure que les autres. Oui, c'est mais ça. c'est pas le but premier. Non. Voilà. C'est de juste être meilleure. Et quand je faisais les combats, j'étais encore, ok, on fait une meilleure game. Enfin, tu vois, c'était sur mon jeu. Par contre, tu vois, c'est très paradoxal. C'est après, dans ma vie, et depuis que je fais des vidéos sur les réseaux, il y a eu des moments où je me suis perdue à me comparer, tu vois. Peut-être parce qu'il y a des stats, etc. Et je me disais, mais attends, mais la vidéo, je la trouve moins bien, comment ça peut marcher, etc. Et en fait, il y a eu un moment où, je sais pas, ça a duré peut-être 2-3 mois où juste je me rendais malade et je me suis dit, mais attends, mais c'est pas moi, tu vois, d'être comme ça. Et je sais plus qui me l'a rappelé, mais on m'a dit, mais en fait, ton authenticité, ton unicité, c'est ce qui fait ce que tu es. Et en fait, faut arrêter de se comparer aux autres. Et on m'avait vraiment dit cette phrase-là il y en a peut-être qui ont un buzz d'un coup, mais toi, tu veux un truc tellement plus stable qu'un buzz éphémère et tu veux pas qu'on t'oublie d'ici demain. Donc, ça prend du temps et ça se construit. Ouais. Mais des fois, il faut se le rappeler. Je trouve que des fois, on oublie. Grave. Et moi, pareil que toi, il y a des périodes. Moi, tu me dis 3 mois, t'as eu ça. Moi aussi, ça m'arrive pendant 3 mois. Je suis plus aigrie. En ce moment, je suis Dark Mona, tu vois. Je rigole pas du tout. Ça me saoule. J'envoie chier tout le monde. Et je peux avoir plus ce truc de, entre guillemets, mépris, tu vois. Mais je pense que, comme on l'a dit, c'est sur le long terme qu'il faut voir les choses. Et si globalement, à 80% dans ta vie, t'as plus cet état d'esprit. Enfin, il y en a, c'est 100% de leur vie jalouser les autres. Ouais. Ils font rien souvent du coup. Et ils font rien du tout. Parce que comme tu l'as très bien dit, ils sont noyés dans leur haine. Ils font rien du tout, c'est des gros losers. Et en plus, c'est ceux qui se vendent le plus. Hein. Oui. Bon. Je suis d'accord. Sans le vécu, on a des vengeances à prendre. Non mais voilà, chacun son chemin après, mais bon. Ouais, c'est vrai. Je pense qu'il faut que la... Enfin, je sais pas ce que t'en penses, mais il y a une colère qui pousse et il y a une colère qui noie. Ouais, je suis grave d'accord. C'est comment tu convertis ça. Ouais. Je suis hyper d'accord. Il faut faire gaffe, parce que la limite, elle peut être fine, mais il faut faire attention. Ça me fait une super transition qui n'était pas du tout prévue, mais
Moi, j'ai lu pas mal de tes freestyles, là, tu vois, j'ai toutes tes phrases. Putain, t'es trop chaude. Avant d'avoir... Non, mais attends, je veux trop les dire parce qu'elles sont trop fortes. Avant d'avoir l'effet papillon, alors par contre, je suis désolée, je vais peut-être pas le dire dans le bon rythme, mais avant on s'en d'avoir... fiche. On s'en fiche. J'ai bien aimé parce que déjà, t'as dit, avant d'avoir l'effet papillon, il faut d'abord sortir de sa chrysalide. Ouais. Après, t'avais dit, ouais, je me reposerai quand les objectifs seront explosés. Grave. Tu vas mordre la poussière, mais tu connais tes valeurs, tu connais le prix de chaque petite goutte de sueur. Voilà, c'est ce qu'on disait. Hein. Et je m'en fous de finir couronné. Le seul bilan que je vais faire dans 2 ans, c'est celui d'avoir tout donné. Exactement ce qu'on se disait. C'est ça incroyable parce que je trouve que, en tout cas, c'est mon ressenti de ce que j'ai eu, etc., de ce qui ressortait de tous tes freestyles. C'est cette envie du travail acharné, tu vois. J'ai eu le sentiment que tu avais une rage en toi et c'est c'est pour ça que j'ai voulu que tu viennes aussi. Je me suis dit non mais attends, mais putain, mais je pense qu'il y a un truc de ouf qu'il y a en toi, une envie de vouloir y aller et ça m'a fait grave écho parce que moi j'ai eu un moment, j'avais ça et je me rappelle, j'avais été voir une psy, etc. Et je faisais plein parce de que trucs. t'avais trop de rage en toi. Mais moi la colère elle drive ma vie, mais la bonne colère. Moi aussi hein. Moi j'adore qu'on me dise tu vas pas y arriver. Ah bah ouais, moi c'est aussi. la meilleure motivation. Je te jure, les rageux continuaient. Ah oui, vraiment, moi, ça me nourrit, tu vois. Sauf qu'il y a eu un moment où je faisais tellement de trucs, tu vois, un peu, je m'éparpillais. Et j'avais été voir une psy et elle m'avait dit, et cette phrase, et je voulais te la poser, elle me disait, mais après quoi tu cours ? Ouais. Moi, il y a plusieurs choses. Déjà, je cours après la stabilité financière, parce que c'est un truc que j'ai jamais eu dans ma vie, que mes parents n'ont jamais eu, et que très jeune, je me suis dit, moi, je veux pas que l'argent, ce soit un problème. Donc déjà, je cours après le fait de vouloir être à l'aise financièrement. Ensuite, je cours derrière un Bercy. C'est là où ça va partir en couille. Je t'ai fait une réponse mature, c'est n'importe quoi. J'adore. Quoi après un Bercy, si vous voulez. Non, Stade de France. Non, merci. Non, j'ai toujours eu l'envie de rassembler grâce à ma musique et aucune rappeuse francophone n'a fait de Bercy. Et j'aimerais beaucoup le faire. Je pense que je serai pas la première parce que je pense que Shai va le faire bientôt. Et ça va être génial. Après, elle est belge. Mais non, je cours après, en tout cas, moi, l'épanouissement de tous mes rêves d'enfant. J'ai toujours voulu faire ce que je suis en train de faire. Donc, mais je te jure que déjà, il y a des rêves... Enfin, déjà, je me suis un peu apaisée. Tu vois, j'ai rencontré tous les artistes qui m'ont inspirée. J'ai rappé devant la plupart d'entre eux. Je suis aux côtés de mon acteur préféré toutes les semaines. Je fais les premières parties de gens que j'écoute au collège. J'ai des très belles salles qu'on est en train de prévoir pour 2027-2028. Je joue avec ma petite sœur sur scène. Elle gagne sa vie, je gagne ma vie. Bon, déjà, je me calme un peu. Mais c'est vrai que je sais que je dois faire attention à ce genre de questions. Parce que moi, je suis madame toujours plus, quoi. Non mais c'est un truc de ouf quand je me reconnais dans ce que tu dis. Ouais. Moi c'est vraiment l'objectif de ma vie, c'est de réaliser mes rêves de gosse et d'avoir une stabilité financière que j'ai pas eu quand j'étais jeune, tu vois, de rester à ma famille. Et quand tu l'as dit, je me suis dit ouais, non attends, je aurais pu dire la même, enfin pas le Bercy, mais on parle etc., parle pas assez d'argent, mais moi l'argent drive ma vie complètement. Hein. Mais tu vois, il y a un peu un tabou. Une fois j'ai fait un podcast, on m'a dit ouais, je sais plus c'était quoi la question, mais en gros on me demande pourquoi je fais tout ça. Et je le dis à mot couvert et je sens qu'en face, il y a un peu une gêne et tout. Je dis, mais... Enfin, pas une gêne, mais tu vois, pas de la réceptivité. Et je dis, mais en fait, moi, j'ai des objectifs financiers. Mais je pense que c'est des gens qui n'ont pas connu la galère. Enfin, tu vois. Oui. Et je dis, j'ai des objectifs financiers. Il y en a qui voient ça comme un mauvais côté. Mais non, mais en fait, quand tu as connu la galère, bien sûr que tu rêves d'avoir une vie, une stabilité financière, de ne pas regarder l'argent. Tu vois. Mais quand l'argent, c'est la source d'angoisse numéro 1 de ta famille, mais oui. Évidemment que tu as envie d'enlever cette angoisse. Ouais. Enfin, c'est juste une angoisse que je ne veux pas avoir. Exactement. Je veux pas galérer à payer mon loyer, je veux être propriétaire, je veux laisser un héritage à ma famille, je veux faire mes courses sans regarder chaque centime. Ouais, voilà. Moi, je veux y a rien de mal. que mes enfants viennent me voir et me disent Maëlys, je veux ça. Bon, faut pas qu'ils soient capricieux, mais ils me disent Maëlys, je veux ça, que je leur offre, tu vois. Il y a pas de problème, il y a pas de bah non, on peut pas parce que du coup sinon il y a telle chose que qu'on aille en vacances. Qu'on aille en vacances. Jamais fait ça moi avec ma famille. Ouais, et c'est OK, mais c'est juste venez pas nous faire chier quand nous on veut le faire. Oui, voilà, c'est ça, c'est tu vois. Et je trouve ça bien franchement dans les familles quand ils disent c'est bien d'offrir aux enfants le fait de ne pas regarder l'argent, enfin tu sais qu'ils aient pas cette notion d'argent, mais ça pour moi c'est que des familles qui ont de l'argent qui peuvent se permettre de faire ça quand tu as connu c'est les galères d'argent, quand tu sais que c'est compliqué, quand il y a les huissiers, etc. Tu peux pas après construire ta vie sans que la motivation ne soit pas l'argent. Enfin, c'est pas possible, il faut juste pas que ça te rende mal, etc. Mais comme tout, il faut rester équilibré, grave. Mais moi, je sais pas du coup toi comment ça se traduit chez toi, mais moi maintenant j'ai la peur du manque. Ouais, moi aussi. Tout le temps. Ouais, moi aussi. Ouais, j'ai toujours l'impression que là je vais avoir 0 € sur mon compte, même quand j'ai beaucoup, tu vois. Je suis toujours en mode, là ça je peux pas me le permettre, alors que je peux me le permettre 100 fois. Mais j'ai toujours peur que c'est pas assez et je fais hyper attention et je vis tellement en dessous de mes moyens et je ne sais pas si un jour je perdrai ces
C'est réflexe. C'est cette peur. Et j'avais lu un truc. C'est en fait, il y a 2 manières de réagir quand tu as manqué d'argent. C'est soit ça, la peur du manque et du coup, tu économises beaucoup. Et moi, j'ai eu ça énormément quand j'étais jeune. Et là, après, j'ai eu l'autre truc où par contre, je dépensais. Et en fait, c'est trop bizarre. En fait, comme un besoin compulsif, tu vois, je me rappellerai toute la première paye de McDo que j'avais eu. J'avais 16 ans parce que du coup, je travaillais tôt, bref. Moi aussi, j'avais eu 800 € parce que je travaillais le jeudi au dimanche. Bon, et première paye, et je claque presque tout dans des vêtements. Et c'est trop bête parce que les gens, ils étaient en mode ouais, c'est trop bête et tout. Et moi, j'étais là, vous savez pas ce que c'est de ne pas avoir un vêtement pour genre presque toute l'année. D'avoir les vêtements de ta cousine depuis 15 ans que tu récupères parce qu'il a pas un trou, mais en fait, il n'est ni à ton goût, ni à ta taille, ni à rien. J'étais en mode, vous savez pas ce que c'est en fait. Donc, ouais, ma première paye, je la claque là-dedans parce que je m'achète des vêtements qu'avant, je pouvais pas m'acheter. Tu travailles combien de temps au McDo ? 2 ans. Moi aussi. Ah ouais ? Ouais. Mais attends. Incroyable. Mais tu vois, moi, McDo, ça a été. Ma mère a travaillé au McDo quand elle était jeune, elle m'avait dit ouais, ça avait été l'expérience de sa vie et tout. Moi, j'ai adoré dans le sens où ça t'apprend tellement de trucs. Moi, j'ai pris confiance en moi au McDo. Du coup, je te capte. Franchement, c'était incroyable. Enfin, puis c'était une bonne équipe, c'était incroyable. Puis j'ai commencé mineure, donc je finissais pas à 1h du matin, je faisais pas les closes quoi. Donc c'était cool, mais je sais plus ce qu'on disait. Moi, j'aimais bien les closes, hein. Bah moi, j'ai bien aimé après, parce que tu fais la musique, tu fais des petits trucs et t'es tout. avec tes meilleurs potes, vous êtes 3, le manager il s'en bat les couilles. Voilà, c'est ça exactement. C'est trop bien. Non, mais franchement, l'expérience McDo, pour moi, c'est. J'espère que mes enfants travailleront au McDo pour voir ce que c'est. Pour moi, c'est l'école de la vie. Tu vois. Il y en a contre. Mais mon frère a pas aimé. Mais mon frère a fait d'autres tafs. Il a travaillé. Non, mais McDo, etc., c'est hyper dur. Oui. C'est hyper dur. Moi, j'ai à la fois adoré, à la fois détesté. Exactement. Tu vis les pires soirées de ta vie. Ah ouais. Tu te fais insulter par des gitans, tu te prends des nuggets dans la tête, tout le monde te regarde, il y a 1h30 de retard sur les commandes. Tu fais des erreurs de caisse. Ouais. T'es hyper stressé. T'es en rush constant. T'as mal au dos, t'as des frites partout, tu pues l'huile. Tes managers te parlent mal parce qu'ils sont stressés aussi. Tes managers te parlent super mal, on te fait porter des responsabilités tout le temps, vous êtes en sous-effectif. Ah ouais, c'est clair. Tu te fais mal dans les stocks, tu te prends des cartons parce qu'ils sont rangés n'importe comment, tu fais des livraisons, tu portes tout. C'est n'importe quoi, McDo. C'est n'importe quoi. Mais en même temps, tu vois, ce désordre-là, j'ai jamais retrouvé une telle ambiance dans un taf après. Des fois, tu vois, je me dis, je me suis plaint du McDo, c'était horrible. Franchement, on parle comme de la merde. Les clients, des fois, ils sont horribles, ils se rendent pas compte. Et en même temps, j'ai tellement vécu de beaux souvenirs. Des fois, je me dis, j'aimerais revivre un rush, tu vois. Mais moi, j'aimerais revivre un rush avec mes meilleurs potes du McDo. Moi aussi. On se le dit tout le temps. Je me dis, putain, mais c'était tellement bien. En fait, ça te forge. Mes meilleurs potes du McDo, on a vécu un truc de ouf. J'ai fait 2 ans, mais j'ai changé de McDo. Donc le deuxième, c'était un peu moins bien. Mais pendant 1 an de ce McDo-là, c'était des moments de fou. Tu vis le rush, le malade, tout le monde, on peut plus. Et quand ça se finit, là, ça redescend et tu rigoles, tu tapes des barres. Et je sais pas, nous, on se lançait des nuggets. Des fois, il n'y avait pas le droit, mais voilà. Tu vois, il y a des petits trucs un peu sympas. Oui, voilà. Tu te fais des batailles d'eau en plonge. Et c'est incroyable. C'est des moments. Je te capte de fou. Je te capte de fou. Mais du coup, c'est un très très bon passage pour apprendre la valeur du travail et la valeur de l'argent. Parce que moi aussi, du coup, c'était mes premières payes. Et voilà. Moi, tu vois, je gagnais aussi 800 €. Je mettais 700 € de côté. Ah ouais. La folle. C'est incroyable. Moi, je dépensais de fou. Et du coup, j'étais en mode, quand il me restait 0 €, normal, je n'avais gardé que 100 € pour le mois, ce qui est impossible. Et j'étais en mode, je n'ai plus d'argent. Ah ouais. Mais c'est trop bien. Enfin. Du coup, j'ai basé sur des peurs, mais. Oui. J'ai toujours convaincue, tu vois, une vacance, non, je n'ai pas d'argent. Mais en fait, j'avais de l'argent. Okay. C'est juste, je faisais comme s'il n'existait pas. Et je fais ça encore aujourd'hui. Ah ouais. Comme s'il n'existe pas. Même l'argent, je l'ai grave dépensé pour voyager. Ben, I wish, être comme ça. Moi, là, je vais aller à New York et je sais pas pourquoi je m'invente que j'ai pas d'argent. Mais c'est dingue, ouais. Je m'invente que j'ai pas les moyens. Et du coup, je m'invente que ça va pas être, que ça vaut pas le coup, que c'est pas la bonne saison, que je vais galérer à trouver. Je m'invente des trucs pour me dire après, ah non, vas-y, du coup, j'annule les vacances. J'annule. C'est ouf que toi et moi on ait des directions différentes, mais en fait, c'est basé sur la même peur. Ouais, vraiment. Et toi, t'as essayé. Moi, j'avais hésité à aller voir une psy spécialisée là-dedans. Parce que je trouve que. Tu dépenses trop. Toi, la psy, je dépense trop. Mais non, mais en vrai, c'est basé sur des peurs en fait, tu vois. C'est en mode, je sais pas, tu vois. En vrai, tu dépenses beaucoup, mais parce que t'as peur de plus avoir accès à des choses, tu vois, par exemple. Donc, tu veux l'avoir maintenant parce que tu dis peut-être que le mois prochain, je l'aurai pas. Et toi, tu dépenses pas parce que t'as peur de plus avoir un jour. Ouais. Donc, du coup, je me dis, nos 2 comportements sont, entre guillemets, je sais pas comment on peut dire ça. Ils nous freinent en fait parce qu'ils sont basés sur nos peurs et ils dictent nos vies. Moi, des fois, je me fais des nœuds. Mais vraiment, je me pourris la vie pour des trucs. Par exemple, je vais me dire, ok, j'adore le matcha. Est-ce qu'aujourd'hui, je me prends un matcha ? Oui, mais attends. Est-ce que hier, j'en ai pris un ? Oui, ok. Hier, j'en ai pris un. Mais est-ce qu'aujourd'hui, qu'est-ce qui pourrait faire que du coup, je me le permets ? Est-ce que j'ai fait un bon freestyle ? Non, mince, hier, j'ai pas bien écrit. Bon, aujourd'hui, j'ai passé l'aspirateur. Vas-y, ok, j'ai passé l'aspirateur, je me prends mon matcha. Pourquoi je me suis pas pris un matcha ?
Oui. juste sans me poser toute cette Ouais, c'est question. vrai. C'est un peu un truc de faut que je le mérite, du coup. Moi, je suis tout le temps comme ça, moi. Hmm. Je me fais des punitions inventées dans ma tête. Enfin, tu vois, et vraiment, des fois, je me dis, mais lève-toi, va prendre ton matcha. Pourquoi je me fais un nœud? Et pendant 1 heure, ça va être des est-ce que je fais pas? Ah ouais, carrément. Ouais, pour Hmm. un truc à 6 balles. Ouais. Tu vois, qu'aujourd'hui, je peux me payer sans Parce que souci. tu sais ce que c'est 6 balles, quoi, tu vois. Tu sais ce que ça représente. Puis surtout, ça ne va rien changer à ma vie. Des fois, je repense à tous les trucs que je me suis empêchée de faire et je me dis, est-ce que ça aurait changé un truc à ma vie? Non, Hmm. rien. Ouais. Après, je pouvais pas savoir les opportunités que j'allais Oui. avoir, Oui. etc., etc. Mais bon. Est-ce que quand t'étais petite, t'avais un peu ce truc? Moi, j'avais un peu ça, de cette colère, tu vois, de voir d'autres enfants, par exemple, pouvoir ne pas se rendre compte, tu vois, ne pas se rendre compte de la chance qu'ils ont de pouvoir partir en vacances. C'est plus tard, moi. Hmm. Un peu encore aujourd'hui. Et même au lycée. Ça, en fait, ça a commencé au lycée. Déjà, j'étais la seule de mon groupe de copines qui avait les parents séparés. Ok. Et toutes mes copines, c'était schéma hyper traditionnel, une maison, des trucs comme ça. Et ça partait en Californie l'été, des trucs comme ça. Et moi, j'ai commencé à me dire, mais ils se rendent pas compte. Mais à la fois, j'en ai jamais tenu rigueur. C'est juste, moi, ça m'a enragée pour que j'aille en Californie. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, je vois. Ça m'a enragée, mais dans mon coin. Hmm. Et aujourd'hui, par contre, ça me tend plus. Mais comme on en parlait tout à l'heure, bah voilà, des discours de gens qui sont trop habitués, qui pourront pas voir. On parlait d'héritage aussi avec mes copines la dernière fois. J'ai des copines qui ont un gros héritage dans leur famille et du coup qui auront toujours des biens à vendre, des trucs. Nous, personne n'est propriétaire, n'a jamais été propriétaire. Et cette différence mais moi, je peux pas me comporter pareil que toi dans la vie parce que moi, j'ai pas tout ce bagage-là. Et du coup, on discutait et c'est presque, il y a des gens, en fait, ils s'en rendent même pas compte, mais parce que ça, vraiment, ils ne seront jamais confrontés au problème. Non. Et c'est super, mais c'est plus des discussions qu'on a. Ouais, c'est vraiment ça, ils se rendent pas compte. Mais c'est pas contre moi. Moi, pendant très longtemps, j'ai eu la rage de ça. La colère de pourquoi ils ont pas moi. Je me rappelle très bien au lycée, j'avais une pote et tout, elle avait tout. Enfin bref, c'était. Elle avait un nom en particulier, elle avait des héritages, etc. On s'entendait pas du tout, on se détestait. Vraiment, bah moi j'étais en mode faut partager les richesses et tout. Et elle était enfin bref, tu vois, à force de travail, etc. Donc c'était vraiment les opposés. Et j'ai grandi. Et après, j'étais en mode c'est pas leur faute, tu vois, faut pas être en colère contre eux, c'est que leurs parents peut-être ils ont travaillé. Enfin bref, on s'en fout en fait qu'ils aient de l'argent et que toi t'en aies pas. Et du coup, on est devenus potes après. Enfin, tu vois, on avait grandi. Et du coup, je trouve ça beau. Et ça me fait penser à ça. Ouais, on avait la discussion avec mon copain et tout. Et je lui dis, mais en fait, tu te rends pas compte. Mais en fait, moi, il faut que je travaille parce qu'il faut que j'ai un héritage. Il faut que j'offre un héritage à mes enfants. Je dis, toi, en gros, tu l'as, mais moi, je l'ai pas. Et il faut que je puisse le donner. Et en fait, il y avait ce truc où je sentais que même s'il y avait une compréhension, il y aura jamais la compréhension. Parce que tu l'as jamais vécu. Ouais. Tu sais pas ce que c'est, en fait. Tu peux pas savoir. C'est comme les gens qui disent bonne chance pour ta compète et qui l'ont pas vécu. C'est pareil. Ouais. T'es en mode merci. Oui, tu peux pas comprendre. Ou c'est comme quand tu perds, moi ça me m'énerve comme dire mais c'est rien, c'est pas grave, c'est qu'une compète ou c'est qu'un match d'échecs, mais j'ai envie de dire mais tu sais pas toi en fait ce que ça implique, tu sais pas ce que c'est mentalement, tu sais pas des sacrifices quoi, c'est bien mignon de me dire ça mais vas-y toi. Ouais, je te jure. Mais moi j'ai plus la rage et en ce moment hyper fort, c'est trop bizarre, contre les gens qui espèrent qui ont des grandes ambitions mais qui ne travaillent pas à la hauteur et qui espèrent que ça va arriver par le Saint-Esprit, par miracle. J'ai la rage contre eux. Je sais pas pourquoi ils m'énervent. Je te jure. Et parce que tu travailles comme une acharnée, donc tu dis tu travailles pour tes rêves. Et je me dis qu'ils osent rêver aussi gros en faisant rien. Et je me dis comment ils font pour croire que ça va marcher. Enfin, pour y croire. Enfin, et ça m'énerve. Mais je ne sais pas pourquoi ça m'énerve. Et c'est chiant parce que du coup, je deviens chiante avec des gens qui n'ont rien demandé. Mais juste parce que je les trouve flemmards. Et je me dis, mais bougez-vous le cul. Ouais, bougez-vous. Mais ça devrait pas m'énerver. En vrai, c'est leur vie. Ils font ce qu'ils veulent, tu vois. Ouais, non, c'est vrai. Ça m'énerve trop. C'est sûr que ça réveille un truc chez toi, mais quoi. Ouais. Après, il y a un peu un truc de peut-être une peur de. Parce que moi, j'ai vu ça, c'est pour ça que je dis ça. Une peur de si je donne tout et que j'échoue. Tu vois, là, l'auto-sabotage un peu. Ok, si j'y vais à 100% et je travaille à l'auteur de mes ambitions et que ça ne marche pas, ça fait mal, tu vois. Alors que si tu c'est inconscient de fou, ce que je veux dire, mais si tu bosses un peu moins que la hauteur de tes ambitions, inconsciemment tu te dis ah ouais mais si je bosse un peu plus c'est sûr que je l'aurai. Moi ça me faisait ça au sport, mais dans le rap ça me fait plus ça. Parce que tant que je suis contente de ma performance, que ça marche ou pas, en vrai ça m'impacte pas trop. Tu vois, le premier freestyle d'un bon moment, s'il avait fait 10 000 vues, j'aurais été un peu déçue le soir même,
Mais ça n'aurait en rien changé l'expérience qui avait été incroyable avec les invités et Oui. Kian. Tu vis des moments. Et de moi, ma satisfaction d'avoir choqué tout le monde sur le plateau et tout. Donc, mais je te capte parce qu'au sport, ça me faisait ça très souvent. C'est du auto-sabotage en fait. Oui. Je pense, mais t'as raison. Ouais. En fait, il faudrait se ramener dans l'instant présent de c'est beau ce que je vis là et tu vois. Mais par contre, quand j'arrive pas à faire ma performance, c'est autre chose. Quand je suis pas contente de ce que j'ai fait. Et c'est déjà arrivé dans un bon moment aussi. Mais tu sais que t'as travaillé quand même. Je sais que j'ai tout essayé pour. Ouais, tu vois. Ouais. Donc il y a ce truc. J'ai jamais de regrets en mode j'aurais dû faire plus et tout, mais parce que je travaille tellement que c'est impossible d'avoir ce genre de regrets. Parce que sinon, à ce stade-là, vraiment, je ne dors pas, quoi. Et ça, je sais que c'est même pas physiologiquement possible. C'est quoi ton rythme de travail là 8h, 2h. Quoi Tous les jours. Ah, waouh. Ouais. Mais attends, mais le sommeil. Bah, ouais. C'est ça, moi, quand j'ai. Non, Et peut-être. tu fais du sport en plus, tu cours. Ouais, je vais à la salle et je fais du kung-fu, mais je fais peut-être pas 8h, 2h en ce moment. Enfin, c'est plus 8h, 1h, quoi. Ok. Pour dormir 7h. Et t'écris, comment ça te compose ta journée type? Bah, par exemple, aujourd'hui, je me suis levée, je suis allée à. Non, j'ai couru ce matin. Je suis rentrée, j'ai fait des trucs administratifs, j'ai répondu à des mails et tout. Je me suis fait à manger, je suis partie au studio toute l'après-midi. J'ai fait 13h, 18h, je suis venue ici. Et je sais que quand je vais rentrer, je vais continuer d'avancer sur des mix, des trucs comme ça, quoi. Jusqu'à peu près minuit, 1h. Incroyable. Et l'équilibre, ça va? T'arrives à l'avoir? Ouais, en ce moment, grave. Ok. Bah, en fait, j'ai pas d'équilibre, hein. C'est juste je travaille tout le temps. Mais vu que j'adore, C'est comme je suis épanouie. Je suis grave épanouie. Je suis comme une voiture qui se recharge en roulant. Tu vois. Ouais. Moi, ce qui me recharge, c'est de voir que mon travail paye, c'est de voir que mon projet avance, c'est de voir que je touche des gens, que je remplis des salles. Quand je me lève et que tous les jours, ma maroquinerie, elle se remplit, T'es trop content. bah, j'ai trop envie de continuer, quoi. Et t'arrives à avoir un équilibre aussi avec la vie perso, amicale, etc. Moi, je n'ai jamais compris le concept de vie perso. Pour te dire. En fait, franchement, ce travail, c'est tellement ma vie. Ce n'est pas Enfin, c'est un travail parce qu'il me rapporte de l'argent et qu'il y a des enjeux, des contrats, etc. Mais c'est ma vie perso. Enfin, c'est ce que je fais de mon temps libre, si j'avais du temps libre. Vraiment. Donc, en fait, moi, je m'amuse en faisant ça. Donc après, oui, comment on gère pour voir la famille, etc. Bah, je travaille avec ma petite sœur, je travaille avec ma grand-mère. J'intègre, en fait, mes proches à mon travail. Mais moi, il n'y a pas de dissociation et je m'en fiche. Et ta vie amicale, par exemple, tu vois Bah, mes copines, je trouve du temps pour les voir. Ouais. Je les vois pas beaucoup. Je les vois moins que elles se voient, mais parce qu'on met aussi pas les mêmes priorités. Oui, c'est vrai. Moi, elles savent que ça, c'est ma priorité. Puis elles m'ont vraiment connue depuis le lycée. Donc elles savent à quel point c'est les rêves de ma vie. Elles sont hyper compréhensives, hyper encourageantes. Mais tu vois, j'essaye de les inclure au maximum. Là, il y a eu ma boule noire il y a un mois. Bah, je les ai toutes invitées à monter sur scène. J'ai fait une chanson pour elles. On a fait un after après. Donc on a vraiment vécu le truc ensemble. Et c'est comme ça que j'essaye de joindre un peu tout. De faire le mix. J'aime bien l'idée de ton travail, c'est ta vie. Je suis d'accord avec ça. Les gens, des fois, ils comprennent pas. Je me rappelle la copine de mon frère, mais elle avait compris. Elle avait dit, mon frère, un jour, je me rappelle, elle avait dit, ouais, non, mais Maëlys, ça travaille tout le temps, mais parce que c'est sa vie, quoi. Et en fait, tu vois, il y en a pour qui ils le voient péjorativement quand on dit d'un tel, ah, c'est sa vie, le travail, c'est un bourreau de travail. Mais en fait, si t'es tellement passionné par ce que tu fais, ah oui. je sais pas, c'est une partie de ton identité, en fait. Bah oui, mais moi, c'est une partie de moi. Enfin, c'est des traits de caractère que j'ai. Honnêtement, tu vois, et on en parle beaucoup parce que je suis accompagnée par une salle qui s'appelle le 12 à Cergy. Et du coup, on est pas mal d'artistes accompagnés. On se réunit très souvent pour parler. Et ils sont en mode, ouais, j'arrive pas à gérer ma vie perso et le travail. Et ça les dérange. Et moi, je me dis, mais ça se trouve, j'ai un gros problème parce que moi, si t'es là et que tu me dis, ok, là, 2 jours de week-end où on fait rien, enfin, qu'est-ce qu'on fait? Enfin, pourquoi on va rien faire d'un coup? Moi, c'est une torture de me dire, on va genre à la mer. Ah oui, tu t'y comprends jamais, tu lâches. Mais je n'aime pas ça. Okay, ça ne me motive pas, ça ne me stimule pas. Alors faire une après-midi à la mer avec la famille, c'est cool, mais parce que je suis occupée. Mais genre me dire, vas-y, tu vois, on va une semaine de vacances et je sais pas, on se repose. Enfin, je sais pas. Ouais. Ça m'ennuie. Ah, c'est ouf. J'ai pas envie de faire ça. Des fois, on dit que dans le silence, tu trouves l'inspi. Ou tu trouves les oui, idées. grave. Mais une après-midi. Ok, ouais. J'aurais eu tendance à dire que pour quelqu'un qui écrit des textes tout le temps et tu vois, il faut de la créativité, tu avais besoin de moments. Bah, je vais avoir besoin de mon sport. Le kung-fu, ça reste 2 heures où j'ai pas de téléphone, je suis dans une salle, un dojo avec mes potes et tout. Moi, c'est comme ça que
que je médite, que je fais un travail sur moi-même, mais jamais. Ou alors, oui, je vais prendre 40 minutes pour faire un footing. En fait, c'est dans le sport que je trouve, dans l'effort, mais jamais dans... Enfin, je n'aime pas les week-ends. D'ailleurs, j'en ai pas, hein, mais ça me va très bien. Tout le temps, Le jour férié au week-end, pour moi, c'est exactement pareil. Mais parce que je fais un travail qui me nourrit tellement. Enfin, si j'avais un vrai travail, entre guillemets, je ferais ça de tout mon temps libre. Donc, moi, je me lève et je me dis jamais « Oh, quelle journée de travail !» Ouais. Je suis toujours en mode « Ok, je fais ça. » Des fois, il y a des trucs chiants, mais ça fait partie de... Ouais, mais je me dis pas quelle journée de travail. Je trouve ça bien, c'est la meilleure manière de voir si tu fais tous les jours en disant ah trop bien ma journée de travail plutôt que oh ma journée de travail. Mais j'ai vécu ces journées de travail parce que j'ai fait tous les petits boulots du monde avant que ça marche et ce truc de tu t'as peur de t'endormir parce que tu veux pas que le lendemain il arrive, t'as la boule au ventre et en fait moi ces journées-là et ces rythmes-là m'ont juste enragée pour me dire mais je ne veux plus que ça m'arrive. Ouais j'ai pareil, moi j'étais en mode je ne veux plus que mon énergie et tu vois mon temps de vie soit pour enrichir quelqu'un d'autre que moi. Ah ouais, moi j'ai jamais eu ça. Ouais, toi, c'était vraiment. C'était plus, je me sentais tellement down énergétiquement parlant et peu épanouie de ma journée. Tu sais, t'es là, t'es vendeuse toute la journée. Enfin, moi ça me vidait quoi. Ouais. Et ça m'a enragée. Ça. Et c'est vrai que c'est un bon indicateur ça. Est-ce qu'après ma journée je suis remplie d'énergie ou est-ce que t'as envie d'y retourner le lendemain? Oui, voilà. Ouais. Jamais. Jamais dans ces tafs-là j'avais envie moi. Ouais, c'est vrai. Ouais, complètement. Non, mais et toi, là, t'as envie de retourner là demain dans ton travail aujourd'hui? Mais alors, c'est drôle, c'est ouf, les filles, franchement. En gros, non, mais parce que moi, je fais du contenu sur les réseaux et à côté, je suis freelance. Donc, du coup, j'ai bossé dans un média et tout pendant 2 ans et demi. Et en fait, ça fait 6 mois. Tu fais quoi pour le média? J'étais productrice du média. Ah, ok. Directrice de prod et tout. Et j'ai fait ça et en fait depuis 6 mois ça me drainait et du coup j'arrivais même plus à créer à côté, tu vois, genre vraiment ça me drainait toute mon énergie alors qu'avant ça me nourrissait quand même, j'arrivais à tout faire et je me suis dit c'est pas possible, enfin tu vois le matin je me levais, j'avais plus envie d'aller travailler, la veille j'avais la boule au ventre et ça m'a rappelé mes jobs étudiants et je me suis dit ça va pas et tu vois à côté quand je créais et quand j'allais à des événements de création ou genre d'échecs, enfin tu vois même mes frères, enfin mon frère quand il me voyait il me disait mais ça se voit t'es grave épanouie, ma famille, et je me rendais compte que j'étais grave lumineuse et du coup jeudi j'ai pris la décision, j'arrête. Je dis là. Je dis là. Ça que c'est ouf que tu dis bravo. Ça. Et je me suis dit et en fait et j'en ai parlé et tu vois là ça fait 4 jours et je suis en mode mais c'était la meilleure décision. Et voilà, c'était la meilleure. Tu vois là j'ai hâte d'être demain parce que demain j'ai plein de trucs à faire, j'ai du montage, j'ai des vidéos, je vais monter nos trucs, tu vois. Je suis en mode c'est trop bien, je chante des possibles, tu vois je kiffe. C'est trop bien. Je fais que t'as fait mais pour mes projets et je me suis dit OK je kiffe. Mais trop bien, mais bravo. Mais tu vois, c'est dur des fois. Ouais, c'est dur. Alors pourtant, moi, je suis tellement ta philosophie. Mais et c'est ma maman, elle m'a tellement dit, mais Mélisse, c'est maintenant. Enfin, t'as 25 ans, mais vas-y, mais fonce dans tes trucs. Enfin, arrête de te prendre la tête pour ça. Grave. Et j'étais là, il y a une phrase de Big Flo que je me répète tout le temps depuis des années, c'est une seule seconde de vie vaut bien plus qu'une éternité de néant. Ah ouais. Je me la dis tout le temps parce que c'est tellement vrai. C'est vrai. Se sentir à sa place et épanoui dans son travail, ça n'a aucun prix. Genre, c'est la plus belle des vies, je pense, qu'on peut souhaiter à tout le monde. Je suis d'accord. Je suis tombée sur une vidéo ce matin, je sais plus c'est qui la créatrice, mais elle disait si vous n'êtes pas dans un job qui sauve des vies, il n'y a rien qui justifie que vous soyez angoissé avant d'aller au travail, que vous bloquez les dos, que vous ayez des maux de ventre. Enfin, mais tu vois, je me dis, nous, on peut se permettre de dire ça parce que tu vois, on n'a pas des enfants, on n'a pas des charges, etc. Tu vois, je me mets bien sûr dans la peau de ceux qui peuvent plus, peut-être. Ouais, bien sûr. Et je me dis, bon, voilà, tu vois. Mais c'est pour ça que nous, on a le luxe de pas avoir ces charges-là. Donc, qu'est-ce qui nous empêche de prendre des risques? Enfin, à part évidemment les gens qui peuvent risquer de finir à la rue, voilà, moi je sais que même si ma famille ne gagne pas beaucoup d'argent, je ne finirai pas à la rue. J'ai des grands-parents, j'ai des parents que je peux appeler, j'ai des sœurs que je peux appeler. Enfin voilà, tout va bien. Mais qu'est-ce qui ne justifie pas que tu te lances dans ce que tu veux au plus profond de toi? Je veux dire, c'est ce que tu veux le plus. Donc pourquoi tu le ferais pas? Même si c'est très dur. Moi j'ai plein de potes qui n'ont pas fait le métier de leur rêve. Je ne sais même pas pourquoi. Tu vois, il n'y a aucune raison. En vrai, il n'y a aucune raison à part peut-être la peur d'échouer et plein de sous-raisons comme ça, mais qui ne sont des choses pas cartésiennes du tout, tu vois, qu'on s'est inventé au final. Ouais, il y a un truc qui m'énerve, tu vois, mais c'est vraiment, ça m'énerve. C'est les gens qui, pareil, ne tentent pas, par exemple, des études ou un métier parce que c'est trop dur, parce que la sélection est trop dure, parce que c'est là, mais je suis en mode, et moi j'ai tellement pas cette philosophie-là, je suis en mode, c'est dur, ok, bah tu travailles aux conséquences. Et voilà, tu vois. Par exemple, je me rappelle quand j'étais en fac de droit, la sélection entre la L3 et le master, c'était dur. Avoir la première année, c'était très dur. Il y avait 50% qui partaient. Moi, je faisais un job étudiant à côté. Et il y en a qui étaient là en mode, ouais, c'est trop dur, j'arrête. J'étais là, mais la philosophie que tu dois avoir, c'est je travaille encore plus pour pouvoir
pouvoir avoir le niveau, pour pouvoir être Mais voilà, master et moi faire c'est le ça job que je de te ses dis rêves. que ça m'enrage et que je suis énervée contre les gens qui ne réfléchissent pas comme ça et après se plaignent. Oui, voilà. C'est Oui. ça. Oui, je suis d'accord. Et ça m'agace. Mais je te capte, mais parce que c'est tellement pas ma manière d'être que je ne peux pas comprendre. Vraiment, et j'essaye vraiment. Et il y a des situations que je peux comprendre. Attention, c'est pas tout. Tu vois, on se l'est dit, quand il y a des gens qui risquent leur logement, qui est des gens qui ont des enfants, qui ont des parents où il faut s'occuper, qui ont des malades dans leur famille, évidemment. Et nous, on vit en France, un pays qui n'est pas sous les bombes, etc. Je veux dire, chacun a ses problèmes à son échelle. Mais il y a vraiment, je pense, 95% des gens, c'est du bullshit. Oui, ils se cachent derrière, c'est des excuses. Ouais. Non, je suis d'accord. Et du coup, qu'après, ils viennent se plaindre à moi qui est toujours tout essuyé, tu vois. Je suis en mode... ça m'agace. Oui, il y a un truc qui m'énerve aussi, c'est les gens qui risquent pas et qui se plaisent dans leur confort, tu vois. Ouais. Ça me tend. Ouais, je suis là, mais tentez, et au pire, vous échouez. Ma philosophie, c'est qui ne tente rien à rien. J'adore cette phrase, et je me la répète tout le temps, et je me dis, ok, on essaye, et on prend le risque, et tu vois, on saisit tout, et Moi, c'est prends le risque ou perds ta chance. Ouais. Celle-là, je pourrais me la tatouer. Ouais, ou perds ta place. Ouais, c'est pareil. Le train, il passe, faut que tu prennes, quoi. Mais grave. C'était quoi? C'était Amine, je crois que je dis bien, ouais, Amine. Un jour, j'étais tombée sur un edit de lui, alors qu'en plus, moi, j'étais tellement pas à la culture YouTube, donc je savais même pas c'était qui. Et je tombe dessus, et en fait, il avait dit dedans, il expliquait à Inox, il disait, ouais, dans la vie, il y a des trains qui passent. Et quand ces trains, ils passent là, faut être prêt, et faut savoir les saisir. Et si tu les saisis pas, des fois, le train, il repasse pas, tu vois. Et je suis tellement d'accord avec ça, quoi. Grave. Et avec Navo, un jour, il a dit un truc qui m'a marqué. Il a dit, dans la vie, tout le monde aura de la chance et pas de chance. Tu vois, il y en a qui auront plus de chance, il y en a qui auront plus de malchance. Mais c'est pas ça qui fait la finalité de ta vie. C'est qu'est-ce que tu fais quand tu as cette malchance et qu'est-ce que tu fais avec cette chance. Est-ce que la chance, tu la saisis? Il y a plein de gens, ils ont énormément de chance dans leur vie, mais juste ils la saisissent jamais. Et il y a des gens qui n'ont que de la malchance. Par contre, quand il y en a une, ils la saisissent et ça va changer leur vie. Et il y a des gens, quand ils ont des malchances, alors, ça dépend. On parle de malchance, on parle pas de drame, on parle pas de trauma, on reste sur de la malchance. Bah, ils savent pas rebondir avec. Ils s'enferment dans un cercle, une spirale qui est drainante, qui n'est pas positif. Alors qu'il y a des gens, quand ils font face à la malchance, bah, ils transforment ça limite en chance. Ouais, c'est ça. Donc au final, ce n'est pas du tout combien de chance tu auras dans ta vie et combien de malchance. C'est plutôt qu'est-ce que tu fais face à la chance et la malchance. J'aime bien cette philosophie, je suis tellement d'accord. C'est comme des fois, il y a des gens, enfin, c'est ce que tu dis, mais il y a des gens, ils ont une malchance qui, franchement, des fois, c'est rien. On regarde et tu te dis, ils se sentent abattus par la vie. Et tu te dis, les mecs, ils ont vécu une seule malchance dans leur vie, ils ont tellement pas eu l'habitude qu'ils savent plus comment la gérer, ils sont au bout de leur vie. Je me dis, mais il y a des gens qui vivent bien pire que toi et qu'on la niaque quand même. Mais c'est ça, combien de gens ont des chances toute leur vie et ne le saisissent jamais. Et je pense que ça te fait écho. Des gens qui vivent dans des milieux hyper bourgeois, hyper aisés, qui ont accès à des études de fou et qui ne seront jamais heureux, jamais épanouis. Ouais. Parce que je pense qu'ils n'ont pas les armes pour la saisir aussi, tu vois. Moi, je me dis que c'est même pas de leur faute, ils ont juste toujours tout eu facilement, et que du coup, ils n'ont pas habitué à peut-être ce goût de l'effort ou à aller chercher, ou la niaque, ou de vouloir aller chercher plus, parce qu'ils n'ont pas besoin, tu vois. Ils ont leur vie, ils se rendent même pas compte. Moi, aujourd'hui, parce que j'ai grandi et tout, je suis très reconnaissante d'avoir grandi avec, entre guillemets, pas grand-chose. Alors, on s'entend, tu vois, bon, voilà. Parce que je me dis, je n'aurais pas la niaque aujourd'hui si j'avais tout eu. 100%. Et moi, je me pose la question, si ça continue de marcher pour moi et tout, et que un jour j'ai beaucoup d'argent, je me dis, qu'est-ce que je ferai avec mes enfants? Mais pareil. Et c'est pour ça que moi, je pense, mais je sais pas, hein, mais je me dis, tu peux pas leur dire que t'as pas d'argent, mais je sais pas, je leur apprendrais, va travailler, va au McDo, va, le goût de l'effort, parce que en fait, mais tu vois, je me dis que ils pourront quand même jamais connaître le truc de... Oui, c'est sûr. C'est sûr, mais comment quand même leur transmettre la valeur du travail, la valeur du argent, et surtout la valeur de se donner les moyens. Le sport, moi, je pense. Ouais, c'est sûr. De toute façon, mes enfants, ils naissent, ils vont au Kung Fu. Oui. C'est instantané, genre, on sort de l'hôpital Kung Fu. Mais ouais, et tu vois, le chanteur Sting, qui est genre multimillionnaire et tout, il a dit dans une interview récemment que lui, il a déjà mis sur son testament qu'aucune de son héritage, rien n'ira à ses enfants, et que c'est un accord entre les deux, parce que les enfants ne veulent pas vivre dans l'ombre toute la vie du chemin, du parcours et de la carrière de leur père. Ils sont en mode, nous, on a besoin de faire nos preuves aussi. Donc, on veut pas de cet héritage. C'est vrai. Et il disait que pour lui, il était persuadé que c'était un cadeau empoisonné de laisser autant d'argent. Ouais.
Je suis d'accord avec ça d'un côté, mais je me dis si j'en ai, je vais tellement le léguer à mes enfants. Parce Moi que aussi. du coup, tu vois, je sais que voilà, mais. Hop, il y a eu un petit bug d'enregistrement. Bref, et donc du coup, tu vois, je me dis, mais j'aurais tellement. Je peux pas. Ne pas leur léguer. Mais de l'autre côté, c'est le meilleur moyen qu'ils se fassent par eux-mêmes. Et je me dis, les fils de Ronaldo, rien à voir, hein, je connais pas, mais je me dis, Ouais. les fils de Ronaldo, ils grandissent dans Les l'ombre fils de David Beckham et Victoria Beckham, j'ai l'impression qu'ils sont tous malheureux. Oui. Parce qu'ils font tous rien. Ils font. Ouais, ça, Et en plus, je crois qu'il y a une grosse dispute dans la famille et tout. Oui, apparemment. Ça fait trop peur, tu vois. C'est vrai qu'il y a plein d'enfants qui font rien. C'est des opportunités parce que c'est les enfants d'eux. Oui, mais c'est rare les filles ou fils d'eux heureux et qui ont fait des trucs. Ouais. Tu vois, je parle de Jaden Smith. Au début, c'était cool avec Karate Kid et tout. Et je trouve que après, c'est devenu n'importe quoi. Mais il y en a trop, c'est. Ouais, c'est vrai, il y en a qui vrillent. Enfin, qui juste. Ils ont déjà. Enfin, mais ça doit être horrible de pas avoir de quête. Parce que moi, c'est ça qui me fait vivre, Oui, franchement. Il y en a qui disent quand ta quête s'arrête, tu meurs. Il y en a qui disent ça. Et moi, je crois à ça, un peu. Quand ta mission de vie, tu vois. Pourquoi t'es là je crois à ça. Je pense que on est tous là pour une raison, quoi. J'ai envie d'y croire aussi. Ouais, je me dis. Mais je suis tellement d'accord avec toi que moi, je n'avance pas sans objectif, quoi. Ah ouais. Dans tout ce que je fais, je peux pas. Tu vois, je me suis mis à la course à pied, je suis en mode, ok, semi, tant le temps, marathon. Toute ma vie est drivée par des objectifs et des quêtes. Et je connais des gens qui sont pas du tout comme ça. Et leur philosophie, elle est tout aussi bien. Ouais. Mais juste, moi, je suis incapable de comprendre la manière de penser. Et ils sont incapables de comprendre ce qui me drive. Et chacun est drivé par leur vie et épanoui dans sa vie. Mais juste, je pourrais pas. Comme ça, je me lève, voilà. Mais moi, j'ai une de mes meilleures potes qui est drivée par avoir une routine et je suis impressionnée tous les jours et j'aimerais tellement être elle parce que ça a l'air tellement plus simple de raisonner comme ça. Elle se vraiment contente des petits plaisirs de la vie. Elle n'a pas vraiment d'ambition plus que ce qu'elle a, ce qui est déjà très bien. Elle a un super taf qu'elle adore, etc. Mais et elle se contente vraiment de ce qu'elle a et je l'admire beaucoup pour ça. Moi, je suis très admirative, je le dis vraiment, de ceux qui arrivent à se contenter de ce qu'ils ont. Parce que j'en suis incapable. J'ai ce que j'ai, hop, direct, demain, je veux un autre truc, quoi. Pareil. Faut un truc de ouf, ok, qu'est-ce qu'on fait demain? Enfin, tu vois. Et de l'autre côté, je trouve que le côté toxique, un peu de notre chose à nous, c'est que tu cours toujours après plus et donc t'es jamais vraiment satisfait, t'es jamais 100% dans le moment présent, ou dès que c'est fini, il faut plus. Donc tu le saisis pas. Alors que eux, ils ont la capacité d'être dans le moment présent. Mais après, ce que je dirais, leur côté un peu. D'un point de vue extérieur, c'est qu'il y a moins cette niaque et cette ambition, mais les deux sont trop bien. Mais c'est juste que. Mais les deux ont un revers de médaille. Exactement. De toute façon. C'est après comment tu le gères. Et ta question de tout à l'heure, après quoi tu cours, ça peut être bien de se la reposer dans certains. Tous les 3 mois, je pense. Oui. Et de se mettre à l'écrit. Tu vois, t'écris vraiment, après quoi je cours, quoi. Ouais. Parce que ça évolue tellement. Enfin, moi, je sais pas toi, mais déjà, il y a 1 an, je courais pas du tout après la même chose. Ouais. Ça change tellement. Pas en semaine, mais Ouais. Si, en fait, franchement, des fois, tu fais tellement des trucs forts, incroyables, qui sont. Et ça va tellement vite, tu vois, que tu sens des petites perceptions de changement et tu t'affines, en fait. Il y a 1 an, enfin, ouais. Et 1 an, c'est ressenti un siècle. Oui, trop longtemps. C'est ça, c'est que dans une vie comme ça animée, c'est que tu vois, là, samedi, nous, on avait un événement échec de fou. Et en fait, entre samedi et aujourd'hui, mardi, j'ai l'impression d'avoir changé. Ouais, mais je te capte. Et des fois, c'est fatigant, tu vois, de se dire, ça change tellement que. Moi, je me fatigue. Hein. Ouais. Moi, je me fatigue et je plains parfois mes équipes ou mes proches, genre ma petite sœur. Faut se taper des gens comme nous. Et je sais pas toi, mais du coup, j'ai l'impression que dans mon entourage, il n'y a pas la place pour une deuxième personne aussi enragée que moi. Ah oui, moi j'en ai pas, c'est vrai. Enfin, j'ai ma mère, tu vois, en exemple, tu vois. Okay. Mais et encore, c'est différent parce que c'est une maman, il y a des enfants, il y a des charges et tout, tu vois. Mais non, c'est vrai. Par exemple, j'ai des amis qui sont comme ça, mais dans mon équipe, je pense que, tu vois, c'est pas possible. Et limite, faut pas. De fous comme ça, ouais. Je pense qu'il faut un fou et d'autres gens qui t'apaisent. Ouais, exactement. Je suis entièrement d'accord avec ça. Ouais. Pendant très longtemps, je cherchais des gens comme moi. Pareil. Et c'est cool d'en avoir tu vois, que tu vois, ça te. Et moi, j'adore parce que ça me drive, etc. Mais par contre, dans les gens que je vois régulièrement, il me faut des gens qui m'apaisent. Parce que ça apaise les angoisses, ça apaise le truc de vouloir en faire plus. Et je trouve ça trop bien. Ouais. Parce que sinon, franchement, on fait n'importe quoi. Ouais. Mais là, tu nous laisses toutes les deux jusqu'à demain matin, on monte un business. Ouais. Tu vois, c'est ça. Il faut que quelqu'un nous arrête. Vraiment. C'est ça. Sinon, en plus, c'est même pas sûr que ça soit aligné. Tu vois, juste en mode l'émission et tout ce truc. Grave. C'est trop bien, il faut. Mais il faut apaiser, quoi. Ouais. Le feu. Un équilibre, de toute façon, à fond. Il y avait une question que je voulais te poser parce que du coup là t'en as parlé et t'en as parlé dans des freestyles, mais tu parles du fait d'être grande sœur.
Et moi, je suis pareil, je suis l'aînée de ma famille, de mon frère et de ma sœur. Et je voulais savoir, en gros, qu'est-ce que ça t'a apporté d'être grande sœur, tu vois? Parce que je trouve que c'est une place particulière. Alors déjà, je suis grande sœur, mais en réalité, j'ai une autre grande sœur qui a 7 ans de plus que moi. Donc j'ai aussi cette place de petite sœur. Et je déteste les termes demi, etc. Et je considère chacun et chacune de mes frères et sœurs, parce qu'on est 5 en tout, comme des sœurs. Mais du coup, c'est juste que ma grande sœur, elle vit du coup plus avec la famille de mon père, parce que du coup, c'est la fille de mon père. Enfin, comme moi. Et du coup, moi, j'ai senti vraiment ce côté grande sœur avec tout l'aspect autour de ma mère, que du coup, ma sœur n'avait rien à voir là-dedans. Donc, en fait, je suis une grande sœur, mais je suis une impostrice grande sœur, parce qu'en réalité, j'ai quand même une grande sœur. On a été séparés pendant longtemps et tout, mais bon. C'est une place particulière. Moi, je trouve que c'est une place de punching ball. Je sais pas ce que t'en penses, mais je trouve que les parents sont quand même beaucoup plus durs avec toi. Je trouve que l'exigence est folle, et surtout, t'as la responsabilité des petits. Enfin, je sais pas toi comment, mais nous, on a beaucoup d'écart. Moi, j'ai 9 ans d'écart avec ma petite sœur, 18 ans avec l'autre, et genre 23 avec le dernier. Donc j'ai la responsabilité de tout. Enfin vraiment, j'ai l'impression que je me dois d'une mission. J'ai cette sensation. Ah, pareil que toi. Peut-être je suis folle. Hein. Non, mais je pense que c'est les grands frères et les grandes sœurs. Hein. Ouais. Moi, mon frère, il a 20 ans, ma sœur, elle a 16 ans. Je suis pas trompée sur son âge. Des fois, je dis qu'elle a 15 ans. Elle a 16 ans, donc j'ai 10 ans d'écart avec ma sœur et 5 avec mon frère. Okay. Et tu vois, quand ils étaient petits, qu'il y a des moments durs dans la famille et tout, même encore aujourd'hui, moi, je montre rien, entre guillemets. Enfin, sauf cas, mais si c'est pour une situation familiale ou un truc, je vais jamais pleurer devant mes frères et sœurs, parce que je me dis que c'est à moi de garder les épaules. Et des fois, un jour, mon frère, je me rappelle, il m'avait dit, mais en fait, t'es même pas triste, tu pleures même pas de la situation. Je sais plus si c'était un décès ou enfin, je me rappelle plus la situation exacte. J'avais fait style de rien, mais parce qu'en fait, je me disais, en fait, j'ai la responsabilité de porter ça, et si moi je faillis, qui c'est qui tient la baraque quand plus personne tient la baraque, tu vois? Il y a un peu ce truc là, et tu te dis c'est pas ton rôle, mais de l'autre côté en fait je pense que c'est quand t'as été parentalisé un peu jeune, tu vois, parce qu'on a vécu des trucs forts, que du coup t'as un peu tu t'investis d'une mission de je dois réussir pour eux, je dois tenir le choc pour eux, et je te rejoins totalement sur les parents sont beaucoup plus durs avec nous. Enfin, moi, et des fois, tu vois, ça m'énerve encore aujourd'hui. En fait, moi, ça m'énerve parce que mes parents, ils se disent toujours, Mélie, ça va se débrouiller, tu vois. Il y a jamais une crainte. Ah, mais moi aussi, voilà, ça c'est chiant. Je suis en mode, mais non, mais moi, je vais toujours me débrouiller par le Saint-Esprit. Oui. Et moi aussi, je suis là des fois. Ayez peur. Oui. Ayez peur que je craque. Même moi, je sais, je vais pas craquer, mais ayez peur. Oui, voilà, c'est ça. Moi aussi, je sais, mais je vais te montrer un peu de. Je sais pas. Ça, je te capte de fou. Je dis à mes parents, moi, j'arrête, je dis mon taf, aucune réaction. En mode, ouais, c'est bien. Mais je suis en mode, vous vous dites pas comment elle va gagner sa vie, quoi. Ouais, mais parce qu'ils se disent, elle va trouver une solution. Moi, pareil, mes potes aussi, ils pensent ça. Une pote m'a dit, de toute façon, toi, tu retombes toujours sur tes pattes. En fait, c'est pas gagné d'avance. Voilà. C'est juste parce que je m'arrache. Oui, voilà. Mais genre, un peu d'aide ne serait pas de trop. Mais en même temps, je demande jamais de l'aide. La compassion, tu vois. C'est tellement pareil que toi, c'est en mode, ah non, mais toi, de toute façon, tu rebondis vite, mais toi, il y a pas de souci à se faire. Tu crois que c'est comment? C'est le hasard? Ouais. Ça me tue, ça. Je suis en mode, mais en fait, moi, je suis comme toi, en fait. Donc, juste, et peur pour moi, quoi. C'est pareil. Enfin, tu vois, moi, j'avais arrêté la fac, enfin, j'avais continué la fac, j'ai dû aller au bout et tout. Et quand je travaille, enfin, bref. Et genre, moi, ils m'ont poussé, et quand c'est mes frères et sœurs, pas de problème, etc. Je suis en mode, mais punaise, tu vois. Non, ouais, je te capte trop. Mais bon, de l'autre côté, on est tous, les enfants sont différents, il y a un peu le truc. Ouais, mais être le grand, c'est quand même autre chose. Puis, ça dépend aussi si tes parents se sont séparés ou quoi. Tu vois, par exemple, ma sœur, elle est née. Quand elle avait en gros 1 an, mes parents s'étaient déjà séparés et tout. Moi, j'ai vraiment vécu le divorce et tout. Donc, en fait, tu vis tellement pas les mêmes choses. Non. En fonction de ton arrivée dans la famille. C'est vrai. Ou pas. Ça fait écho. Je sais plus, c'est avec ma soeur, j'avais une discussion sur un moment de vie qu'on avait vécu dans la famille et tout. Mes parents sont toujours ensemble et tout. Qu'on avait vécu dans la famille. Et elle était tellement petite qu'il y a des trucs qu'elle n'a pas vu. Elle me dit, ah bon, mais je lui dis, bah ouais, mais moi j'étais plus grande. Je lui dis, en même temps, c'est normal que tu l'aies pas vu, t'étais une enfant. Et du coup, en fait, t'as pas la même perception des choses, de la vie, de tout, en fait, parce que juste t'as pas vécu les événements et tu les as pas reçus de la même manière. Parce que, moi, j'ai trop investi une mission, quoi. Mais pareil. Et puis toi, t'es le premier enfant de tes parents. Donc t'es forcément un peu le prototype. Tu vois, t'es le premier être vivant qu'ils accueillent, le premier qu'ils éduquent, qui reflète aussi leur peur. Et forcément, quand il y a les autres après, ça se passe mieux parce que voilà, chacun fait ses expériences. Mais forcément, tu essuies un peu le... tes parents, ils savent pas comment élever un enfant. Et en même temps, je me dis, quand on sera parents, ce sera pareil. Nous, ils savent pas comment élever un enfant. Mais bien sûr. T'es leur peur, ils savent pas, ils te punissent souvent, ils sont plus sévères. Enfin,
quand t'es le dernier, en vrai, franchement, moi, je vois avec ma sœur, c'est la belle vie. Hein. Je lui dis des fois, mais tu te rends compte, moi tu vois. Puis après, nous, il y avait ça aussi, mais mes parents, quand je suis née, enfin, tu vois, c'est pas le même moment de la vie, tu vois, 2008, la crise et tout. Et donc, du coup, il y avait. Tes parents ne sont pas les mêmes personnes, ils n'ont pas la même stabilité financière. Du coup, tes frères et sœurs ne grandissent pas avec les mêmes choses. Et du coup, il y a un peu ce truc-là aussi où, du coup, pas le même ressenti, quoi. Mais grave, et tu vois, là, ma petite sœur, elle vient juste d'avoir 18 ans. Déjà, elle a joué dans une boule noire sold out en tant que musicienne professionnelle à 17 ans. Oui. Ce n'était pas ma vie. Ce n'était pas ma vie. Tu vois, moi, j'ai travaillé au McDo. Longtemps, j'ai fait tous les petits boulots. Je sais que ma sœur, elle pourra faire des petits boulots par-ci par-là. Elle ne vivra jamais ça. Et à la fois, c'était la mission de ma vie, donc j'ai une grande fierté. Et à la fois, comme avec les enfants, la question de tout à l'heure, est-ce que moi, je lui ai pas trop mâché le travail aussi ? C'est une question que je me pose très souvent. C'est drôle que tu dis ça parce que ma petite sœur, elle a 16 ans, donc moi à 16 ans j'avais déjà travaillé, je faisais les ménages et tout. Et je l'ai pris en stage dans ma boîte pour faire de la création de contenu et tout. Et tu vois, son stage c'était cool, enfin elle se levait, elle travaillait, tu vois, mais en gros elle travaillait avec moi quoi. Et je me rappelle lui dire, mais tu te rends pas compte ? Tu te rends pas compte la chance que t'as là en fait, parce que du coup tu n'as pas ce truc là. Et ma sœur elle est trop contente, elle est trop reconnaissante et puis elle honore vraiment la confiance que je lui donne et tout. Donc je sais qu'elle est au maximum, tu vois. Mais il y a ce truc de je me dis, est-ce qu'elle aurait pas été une meilleure bassiste si elle avait dû gravir la montagne toute seule? Et est-ce qu'elle aurait pas travaillé plus? Est-ce que, mais aussi, elle aurait été forcément plus angoissée. Donc, je suis contente de l'alléger de ça. Bref, plein de questions d'éducation je suis d'accord que je me pose. Je te rejoins là-dessus. Mais du coup, de l'autre côté, je me dis, en fait, tu lui donnes tellement une chance que toi, tu t'investis d'une mission aussi par rapport à tes frères et sœurs. Quoi. Donc, tu te dis, quelque part, tu lui donnes l'opportunité de réussir. Et je me dis peut-être que, enfin, tu vois, elle honore ça en travaillant et en voulant te rendre fière. Il y a ce côté-là aussi. Ouais. Et ça, je suis hyper touchée de comment elle s'investit, elle. Enfin, tu vois, elle prend pas du tout à la rigolade le truc. Et heureusement, parce que sinon, rien que le fait d'être ma sœur, ça aurait pas suffi pour m'accompagner sur scène. Moi, direct, dès que j'ai eu l'opportunité, je lui ai dit, OK, je t'offre ça. Par contre, il faut que tu sois carré. Et ça a déjà été un peu une source de conflit où, à certains festivals, je trouvais qu'elle bossait pas assez. Et je lui ai vraiment dit... si au prochain festival, c'est pas carré, je change de bassiste en fait. Moi, je veux bien te tendre la main parce que t'es ma sœur et parce que c'est cool, mais ça ne va pas suffire. Ouais, je suis d'accord. Je lui ai dit ça dès le début et elle, ça a fait un peu un électrochoc. Elle a grave bossé et depuis, je la reconnais pas moi ces derniers temps. Mais parce que tu vois, on fait des big salles. Là, cet été, on va faire des big festivals. Elle prend conscience aussi de la responsabilité qu'elle a et ça me rassure de voir qu'elle travaille. Et de la chance que tu lui donnes, tu vois. Ouais, mais j'essaye, au-delà de la chance, j'essaye qu'elle se fasse ses armes et là-dessus. Et je crois que ça marche en ce moment. Donc c'est cool. Bien. Ouais. Tu te rends compte, 17 ans, c'est fou. Ouais, c'est n'importe. Déjà, 17 ans, gagner des sous. À 17 ans, normalement, t'as 10 € pour le mois, quoi. Tu vois? C'est vrai. Ouais. Sauf si tu travailles à côté. Mais sauf si tu travailles. Tout le monde, c'est vrai. Ça me fait une transition, mais t'avais dit dans un de tes freestyles, je suis l'intrus dans un milieu. Je suis l'intrus. Attends, c'était quoi? Je suis l'intrus dans ce milieu de mecs. Et ça m'a fait grave écho parce que moi, c'est ce que j'ai ressenti toute ma vie dans un milieu échecien où il y a beaucoup d'hommes et pas beaucoup de représentation féminine. Et du coup, je voulais savoir en quoi en quoi tu trouves l'intrus et quelle est ta mission par rapport à ça, tu vois. Ouais, c'est vrai que le rap, c'est n'importe quoi. Mais comme toute fédération, et je pense comme ton milieu à toi, je sais pas. Au même titre que pour mes sœurs, j'ai une responsabilité qui sort un peu de nulle part. Je me sens... mais peut-être que je suis folle, hein. Je me sens, je sais pas, comme si j'avais une mission de tendre la main à toutes les petites filles qui me regardent, à tous les gens qui ont des rêves. Mais même, je te dis, même si quelqu'un, son rêve, c'est d'aller planter des choux au Kilimandjaro, j'aimerais lui donner le feu, tu vois, lui donner en tout cas, peut-être pas l'illusion parce que c'est un mot un peu péjoratif, mais la possibilité de croire en ses rêves. Et je sais pas, je me sens investie d'une mission. Tu l'as toujours ressenti ou c'est depuis peu? Okay. Depuis que je suis petite. Avant même que j'ai des frères et sœurs. Ah ouais. C'est bien, au moins ça te drive et si tu devais laisser un message, tu vois, aux petites filles qui te regardent. C'est trop dur. Je sais pas, franchement, croyez en vous, mais c'est bateau. Mais c'est tellement le souci de 99% des gens. Croyez en vous, mais comme si votre vie en dépendait, parce qu'en réalité, votre vie en dépend, genre, vraiment. Et il n'y aura de barrage que ce que vous vous mettez.
hormis évidemment la santé, drame et trauma. Mais même les drames, même les traumas, ça se surmonte. Et genre, n'ayez pas peur de travailler à la hauteur de vos ambitions. Aujourd'hui, on vit dans une ère avec les réseaux sociaux où tous les sujets les plus niches peuvent marcher, où tout est possible, où on n'a plus besoin de grosses banques, on n'a plus besoin de gros labels, on n'a plus besoin de gros partenaires de télé. On peut vraiment, avec un téléphone et de la Wi-Fi, atteindre des stades qu'on osait à peine imaginer. Donc, genre, vraiment, croyez en vous, comme si votre vie en dépendait, parce que votre vie en dépend. Ouais, vraiment. Ah, c'est vrai. Quand tu dis ça, les gens ils pensent que tu parles d'une question de vie ou de mort, mais en fait, ta vie en dépend, mais juste ton bonheur de ta vie en dépend. Mais moi, c'était une question de vie ou de mort. Hein. Moi, j'ai une discussion avec mon meilleur pote très souvent sur ça. Moi, si tu me dis là, t'as le choix entre, ok, toute ta vie, c'est prendre un job 9-17 heures qui ne t'épanouit pas jusqu'à ta retraite ou mourir, je meurs. Et je suis très sérieuse avec toi. Ça ne m'intéresse à 0%. Je vais être hyper malheureuse. Ah, c'est dingue, quand même, au point de choisir. Je ne préfère pas vivre. Je te le signe direct. Mais c'est peut-être pour ça que, du coup, j'ai absolument tout fait pour que ça n'arrive pas. Ouais. Mais je pense. Ouais. C'est bien. Enfin, c'est bien. Attention. Parce qu'il y a plein de gens, je pense, qui choisiraient. Se diraient, bon, bah, je serais pas très heureux, mais j'aurais un peu d'argent, je verrais mes amis, ma famille. Mais moi, cet épanouissement extérieur ne me suffit pas. J'ai besoin de kiffer moi. Ouais. D'être plus épanoui. T'as besoin de plus, quoi. T'as besoin d'autre chose. J'ai besoin de ma place, vraiment. Ouais. Pour apprécier le reste. Et ça peut être peut-être cruel, hein. Et tu trouves que tu l'as, ta place, un peu? Tu commences à la trouver, là? Ouais. C'est une sensation de fou, hein. Parce que je pense comme toi, moi, toute ma vie, je me suis sentie un peu regardée de travers et pas trop à ma place. Ouais. Donc là, la sensation de se trouver, d'être là où tu dois être, c'est fou. Et ce qui est fou, moi, je trouve, c'est que tu le ressens. Je sais pas comment dire, mais quand t'es à ta place, t'es toi, mais en tellement plus lumineux, rayonnant. Je sais pas, t'es à ton summum de l'énergie possible, tu vois. Mais oui. C'est un truc de ouf, quoi. T'es boosté parce que t'es à ta place et t'es là où tout s'aligne pour toi pour que tu sois excellent. Donc, en fait, t'es fort. Du coup, les autres te trouvent fort parce que tu l'es. Les autres te valorisent. Du coup, toi, tu te sens fort. Du coup, t'es encore plus fort. Du coup, tu encaisses mieux les moments où ça va pas parce que t'as une meilleure estime de toi. Et c'est une spirale juste qui est hyper positive. Et je pense que vraiment chaque personne est unique et chaque personne a un domaine où il peut tout péter. Il faut juste réussir à s'aligner dessus. Et parfois, des métiers comme toi et moi, où on a besoin forcément un peu d'exposition, parce que moi, je veux remplir une maroquinerie, je pourrais pas le faire si personne me connaît. Donc, mais quand tu es à ta place, ça change ta vie, la sensation. Ça va tellement plus vite et tu vois, je sais pas, il y a... T'es transcendé. Tout s'aligne. Ouais, c'est ça. En fait, moi, je pense que genre. Des fois, je me dis, mais même si ça marche pas, je suis en mode, mais juste parce que je suis à ma place et qu'il y a cette sensation de t'es transcendé que tu dis, c'est incroyable. Enfin, tu vois, samedi, il y avait un événement, du coup, d'échecs et il y avait tous les créateurs échecs de France, petits ou gros, donc c'était trop cool. Trop stylé. C'était trop bien. Et donc, moi, dans ce genre d'événement, là, je suis grave transcendée parce que je suis à ma place, que je fais des échecs, parce que je kiffe, je suis avec les gens, c'est dynamique, enfin, tu vois, je suis moi-même, je rayonne. Et en fait, je me suis sentie trop bien que inconsciemment, j'ai fait rayonner tout le monde. Et on me dit ça, attention, je me la raconte pas, mais c'est parce que justement après on m'a fait le retour, tu vois. J'ai fait rayonner tout le monde, j'ai mis les gens en avant inconsciemment et je rigole pas, mais presque la plupart des gens de l'événement m'ont envoyé un message après en privé en mode putain mais c'est trop bien, ton énergie elle est trop bien, change pas, etc. Et moi j'étais en mode, en fait j'étais tellement moi et je suis trop contente d'avoir mis tout le monde en avant et d'avoir kiffé et tu vois d'avoir fait rayonner tout le monde et je me suis dit en fait même toi quand t'es transcendé, bah, des fois, tu arrives à carrément faire transcender les autres. Mais aussi. bien sûr. Et là, c'est incroyable. Mais bien sûr. Et tu vois, tu as été toi sans aucun effort, je suppose. Ouais. Bah voilà. T'es dans des environnements où juste être toi, ça suffit. Et c'est incroyable comme sensation, surtout quand toute ta vie, tu as été toi et tu as toujours senti que c'était chelou. Et sans pouvoir vraiment l'expliquer. Et c'est ça. Et je pense que toute la quête de la vie de chacun, c'est trouver où est-ce que tu peux être toi et de te sentir assez, tu vois. C'est ça. Tu sais, des fois, on me dit souvent, c'est dingue comment t'es toi quand t'es dans des trucs comme ça. Et je suis en mode, mais en fait, c'est incroyable. T'es juste avec toi. Enfin, vraiment, moi, je stresse toujours un peu parce que je suis comme ça, je suis stressée. Mais quand j'arrive, je sais que, genre, quand ça va être dans l'action, je vais être moi et ça va très bien se passer. Tu vois, Jayon, que t'as vu, avant l'épisode et tout, je dis, je suis toujours un peu stressée avant les trucs et ça. Donc je dis, je suis un peu stressée. Et il me dit, mais non, mais t'as juste à être toi. Et je dis, non, mais t'inquiète, il y aura le rec et je vais être moi. Mais je dis, mais du coup, c'est trop fort. Moi, je te capte trop. Force, tu vois. Moi, avant chaque concert, je suis stressée, j'ai tous les problèmes du monde, j'ai l'impression que ça va pas être bien. La musique commence, c'est parti.
Ouais. Et ça roule. Et même moi, je le sais à l'instant où la musique commence que c'est bon, mais parce que je suis à ma place. Et tu me mets dans un autre domaine, c'est chaotique. Je suis nulle. Tu vois, je suis pas à ma place. Ouais. C'est vraiment parce que c'est ce domaine précis dans lequel je me sens bien. Tu sais, ouais. Mais tu me mets dans la vente, là encore il y a 2 ans, j'étais vendeuse dans une friperie, j'étais la pire vendeuse. Pas aimable, pas une bonne employée, je travaille pas bien. C'est parce que t'es pas à ta place. Bah oui, T'es pas épanouie, quoi. bah ouais, je suis nulle. Tu vois, Ouais. j'avais pas envie d'être là. Ah non, c'était tellement ça. Mais vraiment, mais il faut trouver sa place, faut tester des trucs, faut... Mais je pense qu'au fond, tu sais un peu où est ta place. Il y a des moments dans ta vie où tu ressens que c'est à ta place. Ouais, mais pour ça, faut tester. Et moi, j'ai de la chance parce que ma mère, elle m'a toujours inscrit à 1000 activités sportives, 1000 activités de culture. On allait au théâtre, on allait voir des spectacles. Elle est danseuse, ma mère. On faisait plein de trucs. Donc, en fait, ça a été facile pour moi de trouver ce que j'aimais. Mais je pense qu'il y a des enfants où ils sont pas aussi stimulés. Et donc, forcément, c'est beaucoup plus dur de trouver à quoi t'es sensible, qu'est-ce qui te fait vibrer. Et toujours, ça me fait de la peine de fou quand je vois des gens qui sont pas passionnés. Qui se trouvent pas leur passion. Ouais, et qui en souffrent. Ça me fait trop de peine. Parce qu'il y en a, ils s'en souffrent pas, tu vois. Ouais, Il y en a... grave. Mais pour moi, c'est des gens, soit t'as pas testé, soit alors tu veux peut-être pas réaliser que c'est ça ta passion. Tu vois, il y a des fois, il y a des trucs, tu le ressens, mais je sais pas, il y en a qui arrivent pas à s'écouter. Et qui, du coup, se leurrent et sont en mode, je l'ai pas trouvé, alors qu'en fait, il y a des trucs où ils s'épanouissent et en fait, ils reviennent dessus tout le temps dans leur vie. En fait, moi, je crois au signe de la vie et je crois que des fois, il faut pouvoir sentir ce truc-là. Et des fois, ils s'écoutent juste pas et ils sont déconnectés de eux. Ouais. Et... J'ai plein de gens en tête de mon entourage quand t'as dit ça qui me sont passés et c'est hyper frustrant parce que c'est des gens, ils sont vraiment malheureux et toi, tu vois qu'ils sont pas à leur place. Mais ils sont pas prêts ou je ne sais pas pourquoi. Moi, c'est des raisons qui me dépassent. Ils font pas les choses en sorte et ça me fait trop de peine parce que j'aimerais tellement pouvoir les aider et je me sens tellement impuissante. Et en même temps, ne pas les faire culpabiliser parce que moi, à part leur dire, je vais pas leur dire brusquement mais qu'est-ce que tu fais, regarde, c'est facile, faut faire ci, faut faire ça. C'est juste ultra culpabilisant et en plus, ils sont pas bien, ils en souffrent. Donc, tu pars déjà d'une énergie qui est basse et qui est pas bonne. Donc, c'est hyper dur. Et moi, je suis en général de très mauvais conseils pour ces gens. Parce que je me sens pas la bonne personne et impuissante pour les aider. Et puis en plus, toi, ta philosophie, c'est d'y aller et d'avoir toujours la niaque et tu vois, d'en faire plus. Moi, je me dis, c'est qu'ils sont pas prêts. Ouais, c'est ce que je me dis. Et je me dis peut-être qu'ils le seront jamais. Et tant qu'ils sont. Enfin, des fois, ils sont pas OK, mais je me dis tant que. En fait, je me dis, s'ils sont pas OK, c'est que quelque part, bah, faut qu'ils soient pas OK. Enfin, tu vois, il y a un peu ce truc de. Il y en a qui seront. Je peux te parler des heures. Si toi, tu prends pas le déclic, tu le feras pas. Exactement. Et ça me fait tellement de la peine de me dire qu'il y en a qui le feront probablement jamais le déclic. Fait trop de la peine. Ouais. Et de ce côté, je me dis, c'est que c'était comme ça, tu vois. Bah ouais, parce qu'ils ont qu'à le prendre en soi. Je sais que c'est pas aussi simple, mais en soi, ça l'est quand même. Et dans notre philosophie à nous, tu vois, ça l'est. Parce que tu as mais l'habitude de saisir. Dans la vie cartésienne, je veux dire, envoyer une lettre de démission, vivre du chômage et se lancer dans ce que tu veux, c'est possible. Là, on parle de choses. Moi, je te parle de gens. Chaque famille est différente, évidemment. Ils vivent en France. Ils ont, tout va bien pour eux. Ils auront un héritage. Ils peuvent. Tu vois. Ouais. C'est juste qu'ils prennent pas le déclic. Mais je pense qu'ils ne réalisent pas à quel point il faut juste faire. Tu feras mal, ça c'est sûr. Mais il faut commencer par faire, quoi. Et tu vois, c'est des gens peut-être ils veulent réussir directement, mais tu peux pas. Ouais. T'es obligé d'y aller, d'échouer. Il y a une forme d'inconfort parce que tu connais pas. Après, parce que tu vois, moi, ma philosophie, je sais pas si t'as la même, c'est là où j'ai peur d'aller, c'est qu'il faut que j'y aille parce que c'est que je sors de ma zone de confort. Enfin, on s'entend dans les deux. Ouais, je te capte. Et du coup, tu vois, et eux, je pense qu'ils ont peur d'aller vers vraiment là où ils aimeraient aller parce qu'ils connaissent pas et que du coup, ça implique plein de choses ils sortent de leur zone de confort, tu vois. Souvent, c'est des gens qui aiment bien leur zone de confort. Et donc, ouais, moi, c'est vrai. Je repense à un ami, il me dit tout le temps, depuis des années, ouais, j'aimerais écrire un livre. À chaque fois quand on se revoit tous les ans, je lui dis, bah, tu vois, on parle de la vie. Et il me dit, bah, du coup, j'ai fait un master de sciences politiques, bah là, je vais prendre tel taf. Et un jour, je lui dis, mais du coup, tu peux pas écrire ton livre? Il me dit, bah, si, mais c'est compliqué parce que. Et tu vois, ça me fait la peine parce que je suis sûre qu'au fond, il serait épanoui en écrivant son livre. Et tu vois, factuellement, pour écrire son livre, il suffit qu'il prenne une feuille et un stylo et qu'il commence à écrire. C'est ça qui est fou. C'est que c'est vrai, là, c'est vraiment pas dur. Tu vois. Orelsan, il dit une phrase dans sa chanson, tu la connais? Je voulais la dire depuis tout à l'heure, à chaque fois je l'oublie. Et le truc qu'il filme là? Oui. Voilà, je sais plus, tu peux la dire. La phrase. Mais depuis tout à l'heure, moi aussi, je me dis, à chaque fois, pour faire un film, il suffit d'un truc qui filme, avoir pas de budget ou pas de contact, c'est un truc de victime. Ouais, exactement. C'est dit cruellement, mais la vérité, c'est que ton film, il sera pas bien. Mais peut-être que Kian Kojandi le verra et 3 ans plus tard, il te proposera de venir dans son émission. Tu sais jamais qui te regarde sur Internet. On a la chance d'avoir Internet. C'est ça. Tous les business peuvent marcher. Ouais. Tu vois, même les trucs niches. Et t'en es la preuve. Parce que
médiatiser les échecs, Mm. c'est un truc hyper moderne. Oui. Tu vois. C'est vrai. Mais de toute façon, faut le faire et tu testes et puis Ah ouais. tu retestes et puis ça évolue au pire en fonction de comment t'évolues, quoi. Ben oui. Et puis comme ça, tu te foires et puis tu sauras. Il faut tellement se foirer pour savoir. Mais genre, laisse tomber. En plus, l'échec, ça te réaligne aussi. Mm. T'as juste beaucoup mieux. Je trouve que c'est hyper important d'échouer. Ah oui, oui. Et je suis tellement contente d'avoir tellement plus perdu que gagné dans ma vie. Mm. Laisse tomber. C'est vrai. Ça forge. T'apprends à te Ouais. relever. Ouais, à C'est fond. une capacité, ça aussi. Hein, d'apprendre Ouais. à te relever des échecs. Ouais. En plus, toi, ton sport, il s'appelle échec. Ouais. Déjà. C'est fou que ça soit ça. Le nom en France, c'est échec. Je me dis, c'est dingue. Tu vois. Putain, quand Ça tu, donne dois pas avoir, envie, hein. quand tu vas avoir des problèmes d'auto-sabotage, là, ça doit pas aider. Faut essayer de mettre un autre nom sur le truc, genre, ok, je vais jouer à Victoire. Pour essayer de changer ton cerveau, genre. C'est vrai. Ouais, c'est dingue. Je vais jouer à plaisir absolu. Quand t'es démotivé. Ouais. Ça te motive pas du tout. Ah là là. On arrive aux questions de fin. Ouais, passé vite. Ouais, c'est passé vite. Hein, ouais. Tu sais que ça fait 2 heures là. Hein. 2 heures? Oui, et 20h30. Il y a des gens? Ouais, il y a des gens. Ah ouais, coucou les gens. Ils disent quoi? Ah, il y a quelqu'un qui a dit que c'était le biais du survivant, ce qu'on vient de dire. Le biais du survivant? Ouais. C'est... Le fait de pas vouloir sortir de sa zone de confort, etc. Hmm. Je connaissais pas du tout. Ah, moi non plus. Ils sont contents. Ah, j'irai voir. Il y a quelqu'un qui a dit qu'il était dans une spirale de malchance depuis quelques années. Mais ouais, je te capte. Moi, enfin, ça parle à tout le monde. Je pense à toi comme à moi, les spirales de malchance. Ouais. Mais tu seras jamais coincé dans ta spirale. Genre, c'est jamais une fin. Il y a toujours un après. Et puis, comme dit Navo, c'est ce que tu fais de ta malchance. Donc, J'aime tellement cette philosophie, je suis tellement ouais. d'accord. Mais C'est- plein de force à toi parce que c'est horrible, hein, les spirales de malchance. C'est horrible. Faut essayer de voir le positif de la Ouais. malchance. C'est un peu bizarre. Ouais, c'est Ça très dépend dur, Tant qu'il n'y a c'est pas de très drame, dur. etc. Mais c'est compliqué. Mais moi, l'année dernière, j'étais dans une big spirale de malchance qui a duré franchement 10 mois. Et la vie me le rend tellement cette année. Donc, Ouais. parfois, il faut vraiment... Je sais que c'est dur, mais tout ce qu'on vit, c'est temporaire. Des fois, on a l'impression que ça a duré toute la vie. Et un jour, on le regarde en se disant, putain, c'est passé, quoi. Et des fois, tu te dis, c'est ce moment-là qui a changé ta vie aussi. Mais ouais, grave. Franchement, il y a des moments où je me dis, ok, s'il n'y avait pas eu ça, waouh. Ouais, grave. Donc c'est bien. Enfin, après, parce que moi, je crois grave que tout arrive Moi pour une aussi. raison et que bien sûr, il faut travailler, etc. Parce qu'il y en a des fois, tu leur dis, tout arrive pour une raison, si c'était destiné, gna gna. Mais moi, je le dis dans le sens de, faut travailler comme une acharnée. Par contre, je crois que si quelque chose t'est vraiment destiné, et que tu travailles comme une acharnée, que tu mets tout en place, ça arrive. Tu vois. J'ai envie Mais d'y faut croire bien aussi. prendre en compte Ouais, ça. ouais. Ok, Ouais, ça. ouais, grave. J'ai une petite phrase de fin Ouais. avant le. C'est là, si t'avais la mini toi. J'adore cette question. Si t'avais la mini toi en face de toi, là, imagine. Qu'est-ce que tu lui dirais? Quel âge? J'allais dire 8 ans, parce que c'est un âge où t'es un peu perdu, mais l'âge où tu t'es senti le plus perdu. Ça peut être plus tard. Je lui dirais, ne change rien. Genre vraiment, ne change rien parce que tu vas tellement avoir envie de te changer et tellement avoir envie de masquer tes différences, alors que tes différences, c'est littéralement ce qui fera ce pourquoi on t'aime plus tard. Donc vraiment, change rien. Continue le Rubik's Cube dans la cour. On s'en fiche si les gens ils se moquent de toi. Écoute One Direction et Justin Bieber alors que c'est la honte. Tu verras, 15 ans plus tard, Justin Bieber, headline Coachella, et ce sera stylé de l'aimer. Tout est un cycle. Et tu rapperas avec tes rappeurs préférés, tout se passera bien. C'est beau. Mais travaille. Travaille, sale folle. Je dirais ça. C'est beau, ouais, de être soi-même et de pas changer. Et toi, tu dirais quoi? Ah, je m'y attendais pas. Plus 4, je t'ai mis un plus 4. Ah, waouh! Non, mais je dirais de continuer. En fait, tout arrive pour une raison et de continuer de croire en ses rêves et de travailler pour et qu'un jour tout prendra sens et que tant que je reste alignée avec moi, Ouais. tout se passera bien. Ne te et- trahis pas pour les autres. Ouais, c'est ça. Ne te trahis pas pour les autres, ouais. Vraiment, tellement. De garder espoir. En vrai, je suis plutôt une optimiste, donc, mais Ouais, moi aussi à fond. ouais, mais même quand t'es perdu. Parce que je trouve la vie, elle est dure. Alors si en plus tu te rajoutes de la négativité, c'est pas possible. Moi, je peux Ouais. pas tenir. Ouais, je suis d'accord. C'est presque pas un choix d'être optimiste parce que... Sinon, c'est trop chiant, quoi. C'est trop triste. Moi, je pense que j'ai toujours été. Hein. Mais peut-être parce que Ouais. l'histoire de vie, tu vois. Je me dis, faut voir le verre à moitié plein. Enfin, tout le temps, je suis Ah ouais. en mode.
Enfin, être pessimiste. Faut quoi. pas être trop utopiste. Non. Faut voir la réalité quand même. Mais faut y croire, hein, sinon tu te fais chier. Hein. Ouais, moi, je pense qu'il y a une limite. Enfin, tu vois, des fois, moi, je crois à des trucs de ouf et on me dit, ouais, t'es utopiste. Mais en fait, non, parce que au fond, moi, je sais qu'il y a une réalité qui est liée au travail et à plein d'autres choses. Mais je pense que ça aide, tu vois, d'être méga optimiste, de voir les choses hyper positivement. Ce qui veut pas dire que, tu vois, moi, on m'a beaucoup reproché, enfin, des gens qui me connaissaient pas, mais on me disait souvent, Malice, tu vis dans un monde des bisounours. Alors, souvent, c'est des gens qui ne connaissent pas mon histoire de vie, qui savent pas qui je suis. Mais parce que je voyais les choses du côté positif, parce que tu me vois à grand sourire, etc. Mais en fait, ça n'a rien à voir. Je peux être consciente de la vie, de la dureté de la vie, et décider de prendre le bon côté, de par exemple garder mon âme d'enfant et de continuer de rêver. Ce qui ne veut pas dire que j'ai pas conscience de la dureté. Ouais, je te capte à fond. Donc, je pense que c'est juste des gens qui. Je sais pas. C'est pas la même philosophie, quoi. Non, ouais, grave. Qui voient pas la vie pareil. Ouais, ouais. On arrive à la fin. Et je me suis dit, ok, comment je te rends hommage, tu vois. Ah, j'ai un peu l'impression. Waouh, putain, c'est chaud. T'as fait un freestyle et non, parce que j'ai aucun rythme. Je te jure que j'aurais aimé et tout faire un truc, mais j'ai pas le rythme. Vraiment, je vais ne pas infliger ça aux oreilles des auditeurs, etc. J'ai aucun rythme. Mais je me suis dit, ok, viens, j'écris un petit texte, tu vois. Trop un stylé. Petit texte en mode avec mes mots. Alors, y a pas de rime, y a pas de alexandrin aucun et tout. souci. Mais je me suis dit, vas-y, je te rends hommage avec des petites anecdotes et voilà. De base, il devait y avoir une musique derrière parce que j'aime bien créer avec de la musique et faire avec de la musique, mais ça marche pas. C'est pas grave. A cappella, c'est très bien. A cappella, donc je suis en stress. Let's go. Mais merci déjà de faire ça, c'est incroyable. Bah non, mais c'est normal. Mais du coup, voilà, le petit texte de fin de. Ok. Ok, j'ai trop hâte. C'est vraiment je bégaye. Ok. 23h dans mon lit, je suis encore en train de scroller quand je tombe sur une vidéo de Mona. Elle dédie son freestyle aux villageois, ceux qui n'avaient pas les bonnes cartes, ceux qu'on méprise, ceux sur qui on n'a pas misé. Et je me suis sentie touchée. J'ai cliqué sur son profil et j'ai continué de défiler ses morceaux. Je me suis retrouvée dans ta rage des injustices et des mauvais tirages de cartes. Je me suis vue à 8 ans énervée contre les banques et leurs intérêts, contre les politiques qui privilégient toujours les mêmes, contre la crise de 2008. J'ai revu ma mère pleurer en se demandant comment on allait manger. Je me suis reconnue dans ton besoin viscéral de réussir pour ta famille. Je me suis vue me jurer dans mon petit lit mezzanine que je réussirais pour effacer les chaussures trouées de mon petit frère parce qu'on n'avait pas assez. J'ai ressenti la boule en toi qui criait au monde « Regardez-moi réussir ce que je me suis promis ». J'ai été essoufflée de te voir courir autant pour tes rêves. Je me suis reconnue dans tes cernes dans le miroir, dans le train de vie qui fatigue le corps comme dit Bécard. J'ai revu les gens se demander pourquoi on en faisait autant. Sûrement parce qu'on a vu trop tôt les gens dans le yacht pendant qu'on galérait dans la barque. Ça donne un feu qui ne s'éteint jamais. 23h30, je décide de t'écrire, comme une envie de contribuer à ce que les gens te voient, à ce que ton pépé soit fier de ton parcours, que ta sœur continue de te citer comme source d'inspiration, que tu sois la première de ta famille à payer des impôts. 2 semaines plus tard, on est là, et je voulais te dire merci. Merci de donner de l'espoir à ceux qui n'ont que ça, de permettre aux petites filles d'oser, d'être cette voix qui te dit de continuer, d'être le vent qui pousse et qui embrase le feu. Merci d'avoir mis des mots sur mes mots ce soir-là. Et sache que moi, je te vois comme la fille qui s'arrache pour réaliser chacun de ses rêves. Mais meuf. Mais merci. Mais tu viens de mettre un sens à toute ma vie, franchement. C'est exactement pour ça que je m'arrache. C'est pour que ma voix résonne en d'autres, qui eux aussi feront résonner. C'était magnifique. Merci beaucoup. T'as des sacrés punch, hein. Ah ouais, tu te... Mais oui. Grave. Et surtout, t'as poncé les paroles. Ouais. Il y a des rêves de partout. Oui. Je suis hyper touchée. Merci beaucoup. À tes morceaux. C'est trop mignon. Mais je suis hyper touchée de te toucher autant. Bah non, mais moi je trouvais ça normal, tu vois. Je me rappelle, enfin vraiment, je te jure, j'étais dans mon lit et tout. Je me suis dit, waouh et tout. Et en fait, je me suis dit, okay, comment je te rends hommage, tu vois. Et je me suis dit, en fait, tu vois, genre, au début, je me suis dit, c'est quoi l'angle et tout. Je me suis dit, mais en fait, je vais lui dire tout ce que ça a fait écho chez moi. Et je te jure, j'ai écrit en 1 heure et je me suis dit, mais en fait. Mais regarde, j'ai commencé par te dire que c'était pour ça que je m'exposais et que je trouvais un sens. C'était pour donner de l'espoir et tout. Et tu finis sur ça. Moi, je suis juste trop touchée, quoi. Bah écoute. Merci beaucoup. Trop mignon. Bah merci à toi. Merci 1000 fois pour l'invitation. C'était trop chouette. Mon premier live Twitch. Oui. Après, tu vas te lancer. Ouais. Elle va se lancer. Allez la suivre. Je veux trop. Merci à tous ceux qui étaient là. Merci. Merci beaucoup. C'est trop bien. C'est trop triste. Voilà. On fait pas de partie d'échecs ? Je voulais. Et en fait, il y a eu un bug de caméra. Et du coup, la 3e ne marche pas pour faire la partie d'échecs.
Mais une prochaine fois. Vous avez raté mon niveau de fou en échec. Mince. Une prochaine fois. Ouais, avec plaisir. Mais merci d'avoir pris le temps et merci à vous d'avoir regardé. Ouais, merci C'est beaucoup. vraiment trop chouette. J'espère que ça vous a plu. Prends toujours du temps pour donner de l'espoir aux gens, pour parler de ses rêves. Si on peut donner une étincelle à quelqu'un, là, on a réussi notre journée, même notre semaine. Ouais. Moi, je trouverai toujours du temps pour ça. Et merci à toi de mettre en place des trucs comme ça pour toujours continuer de propager cet état d'esprit. Je pense que c'est une lumière pour plein de gens. Moi, en tout cas, je sais que s'il y a 11-12 ans, j'étais tombée sur une vidéo de gens comme nous, ça m'aurait rendu ouf. Donc, on le fait pour les mini-nous, quoi. Je suis d'accord. Ouais, c'est vraiment ça. Pour les mini-nous. On est ce qu'on aurait aimé avoir quand on était petits. Ouais, à fond. Voilà. On arrête là-dessus. Allez, bisous tout le monde. Salut. Ciao, ciao.